Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur ABC dans Live, ABC dans Live ce soir. Nous accueillons Georges Coury et je suis très très heureux de t'avoir parmi nous parce que c'est toujours un réel plaisir d'être avec toi. Et Merci. merci encore de ta gentillesse et pour tout ce que tu vas partager ce soir avec ta pédagogie légendaire. Et tu sais que les praticiens t'apprécient beaucoup pour ça. Pour te présenter, Georges, tu as un DEA de génie biologique et médical, tu es PH attaché à Rothschild, tu es professeur invité à l'Université Saint-Joseph au Liban, et puis tu es surtout responsable scientifique du DU de reconstruction osseuse préimplantaire à Paris 7. Tu as une pratique privée à Paris, tu es qualifié en chirurgie orale, conférencier, auteur national, international, et puis tu es aussi le fondateur de l'ICBS, qui est l'International College of Bone Surgery. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de cette organisation? Oui, bonjour Jérôme encore et merci pour ton accueil et pour ta présentation. Et c'est un réel plaisir de retrouver des amis. Je pense que nous aurons l'occasion d'échanger directement ou indirectement par la suite. Et donc pour revenir sur ta question concernant le ICBS, ICBS donc rejoint l'Institut de formation qui a été mis sur pied il y a quelques temps, qui était un petit peu inactif pour une question de déménagement professionnel, mais maintenant que les choses sont stabilisées, tout est en marche. En fait, ICBS est un centre de formation qui se veut, comme son nom le dit, euh, orienté sur la reconstruction osseuse et pas spécifiquement sur la reconstruction osseuse en chirurgie orale. Ça concerne également des confrères maxillo qui nous ont rejoints dans le groupe et puis des confrères orthopédistes dont vous verrez certains un peu dans la présentation. Et en fait, l'idée, c'est comme nous travaillons tous sur la matrice osseuse, c'est essayer d'échanger et de voir un petit peu comment nous avançons en parallèle. Et l'histoire un petit peu anecdotique de la situation, c'est que quand nous avons commencé à travailler sur la distraction alvéolaire, fin des années 90, en 2000 exactement, eh bien, nous nous sommes rendus compte que cette distraction alvéolaire existait depuis 1951 en orthopédie, sans qu'on n'entende jamais parler. Donc 49 ans de gap entre les deux spécialités. Heureusement, les médias sociaux aujourd'hui nous permettent un tout petit peu d'être plus à même de ce qui se passe ailleurs, mais je pense que la proximité de nos confrères qui travaillent sur les mêmes domaines, même si ce n'est pas les mêmes sites, effectivement, est très enrichissante. Donc, cet organisme de formation est orienté majoritairement sur l'implantologie, hein, comme son nom l'indique, et sur la reconstruction osseuse préimplantaire, avec des événements qui sont faits avec des partenariats, plusieurs partenariats avec des industriels pour certains cas, et puis privés pour d'autres. Il y a notamment ces formations, on en parlera peut-être à la fin de la présentation, je ne pense pas que ce soit le moment Non, mais il faudra le faire, hein. J'ai besoin de le faire en tout cas. Car les Écoute, gens savent, sur ABCDan, de toute façon, notre credo, c'est toujours la formation. Et donc, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est évidemment, derrière, évidemment, le message que tu vas donner après ton take-home message, c'est comment finalement, comment te rejoindre et puis comment finalement apprendre un peu plus auprès de ton organisme. Donc, on pourra oui, en fait, effectivement en parler. on peut en parler. En fait, très rapidement, en résumé, ça sera soit par l'intermédiaire au laboratoire d'anatomie sur Mm. des sessions de formation, effectivement, sur pièces anatomiques, mais également sur des interventions qui sont en chirurgie directe ou en coaching. Donc, et là, il y a pas mal de confrères qui me rejoignent dans le cabinet pour pouvoir précisément assurer une formation pluripotente. Ce ne seront pas uniquement des gens qui me sont proches dans mon activité, mais des gens qui sont reconnus pour leurs compétences. Et on aura l'occasion d'en reparler certainement plus tard. En tout cas, toi, tu es reconnu, en tout cas pour les reconstitutions osseuses préimplantaires, plus que c'est en credo aussi. Et donc ce soir, tu nous parles de régénération osseuse hybride. C'est un terme qui m'intrigue beaucoup, surtout que je connais un tout petit peu ton cheminement et je sais par quoi tu es passé dans ton exercice. Et donc c'est un réel plaisir de t'entendre parler ce soir. Et donc je te laisse le podium. Merci Georges. Merci, Jérôme. Bonsoir les amis encore. Et donc, on va s'intéresser à la régénération osseuse hybride. Ça peut paraître un petit peu surprenant. Pourquoi ce terme de régénération osseuse hybride? Vous allez le voir parce qu'en fait, elle se base sur des éléments qui sont communs à beaucoup de régénération osseuse. Et on va essayer de faire un peu la synthèse des outils essentiels pour arriver à cette régénération. Alors, qui dit outil dit pilotage. Qui dit pilotage dit casse-tête. Alors, ce casse-tête, il ressemble un petit peu à ce que vous voyez ici sur ce qui était le pilotage il y a une trentaine ou une cinquantaine d'années, eh bien, on se retrouve effectivement avec des outils qui sont sommaires et fort heureusement, tout évolue très vite. Et ces outils sommaires se synthétisent, ce sont
effectivement des éléments qui seront pilotés par la suite. On n'aura plus besoin de jouer sur tous les curseurs. On aura des codes. Ces codes commencent à arriver et je vais essayer de vous donner en fait une petite ébauche de ces codes et un petit peu le fruit de ce travail, donc d'une vingtaine d'années, de 25 ans de reconstruction osseuse. Et sur quelles conclusions j'arrive aujourd'hui pour piloter ou pour essayer de piloter et de comprendre et d'alléger et de rendre plus accessibles les augmentations osseuses. Donc la régénération osseuse peut être un petit peu réductrice. On peut penser qu'une greffe est plus, on va dire, valorisante et plus noble. Non, ça ne l'est pas. En fait, il n'y a pas de petite ni de grosse augmentation osseuse. La régénération, tout est régénération osseuse, comme on va le voir un petit peu plus tard. Donc, le biomimétisme cellulaire est la première chose qu'il faut essayer de comprendre. Alors, ce biomimétisme cellulaire, il se fixe un objectif excessivement ambitieux, qui est d'être une alternative au greffe autologue. C'est de se dire, est-ce qu'on peut copier le comportement de nos cellules, copier par l'intermédiaire de nos biomatériaux ce comportement de nos cellules et déclencher un certain nombre d'événements en cascade qui vont nous permettre d'aboutir au résultat ultime, qui est l'augmentation osseuse. Et ce résultat ultime, on le verra également pendant la présentation, n'est pas l'objectif en soi, il n'est que la première étape de l'objectif. Obtenir l'os n'est pas le premier objectif, et le seul unique, pardon, il est le premier objectif, et il y en aura un second tout aussi important. Donc, l'objet, former cet os, eh bien, former cet os, on va s'aider bien entendu de biomatériaux, le nom de la présentation l'indique. Il va falloir quand même induire cette néoformation osseuse, cette néoangiogénèse qui est nécessaire au recrutement cellulaire, et pour cela, on va s'aider de différents artifices. Et les plus connus d'entre eux, c'est effectivement le recrutement des cellules de l'hôte, du patient. On donne un signal d'induction et on va recruter des cellules non différenciées de ce patient qui vont venir pour une activité donnée, pour une activité d'ostéoclasie, une activité de formation osseuse ou de macrophagie pour une détertion d'un site contaminé. Mais également, on va pouvoir utiliser des cultures cellulaires. Je ne vais pas aujourd'hui m'intéresser sur ce chapitre des cultures cellulaires. Ce chapitre évolue très vite. Et on va voir que ce chapitre des cultures cellulaires, en fait, il ne sera pas étranger à ce qu'on va voir dans cette première partie de cette régénération osseuse hybride. Le but étant d'obtenir une néoformation osseuse qui va se déclencher par deux phénomènes. Ces deux phénomènes, vous les connaissez, ce sont l'induction et la conduction. Et l'ostéogénèse, on en parlera un tout petit peu plus tard. Alors, pour comprendre comment une régénération osseuse va pouvoir se mettre en marche, on va essayer de façon très succincte, mais extrêmement, on va dire, ciblée, de traduire les composants de l'os autologue. Pourquoi cet os fonctionne et pourquoi avons-nous une formation osseuse qui est intéressante. Bien entendu, vous le voyez sur la diapo, et vous avez un certain nombre d'éléments qui sont connus, et c'est la trilogie des cellules, de la trame organique et de la trame minérale. Et je voudrais, à ce stade-là, remercier le travail de Selma Kessler, qui a présenté sa thèse de doctorat, effectivement, avec l'immense plaisir de la diriger, et qui a fait un travail assez intéressant pour essayer un petit peu de comprendre quels étaient les curseurs que nous pouvions utiliser, qui étaient à notre disponibilité pour pouvoir faire de la régénération osseuse, en comprenant ce qui nous était indispensable dans la greffe osseuse autologue. Eh bien, on va regarder très sommairement ces contenus. Pour la matrice minérale, vous la connaissez toutes, c'est cette fameuse hydroxyapatite. Alors, cette hydroxyapatite osseuse, elle est commune à tous les mammifères. Nous avons tous une trame d'hydroxyapatite, plus ou moins lâche, plus ou moins dense, plus ou moins corticalisée ou plus ou moins spongieuse. Et elle représente la majorité de la masse osseuse. Elle représente 60 à 70% de cette masse osseuse. Donc, cette trame minérale est probablement la première et la plus facile qui ait pu être copiée, puisqu'on la retrouve dans les dérivés effectivement xénogéniques, donc que nous utilisons dans nos substitutions osseuses. On va la retrouver dans la forme synthétique, et ce n'est pas quelque chose de récent. Et donc, à ce stade également, je voudrais, et je le dirai au fur et à mesure, tout n'est qu'évolution, c'est-à-dire que ce qu'on va voir ici dans la présentation, dans les augmentations osseuses, n'est que le fruit du travail de quelqu'un d'autre qui l'a fait il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et ce ne sont que nos connaissances qui évoluent. Je pense que dans le domaine de la connaissance médicale en général, on ne découvre pas grand-chose, en tout cas pas dans la reconstruction osseuse. Les découvertes sont des accidents de parcours, ce n'est que la compréhension de ce qui a été dit avant nous qui nous permet de découvrir, et je mets ça entre guillemets, effectivement à notre tour quelque chose. Mais c'est l'évolution et le partage de connaissances qui nous ouvrent un petit peu à ces horizons. Le deuxième compartiment, c'est le compartiment cellulaire. Alors, ce compartiment cellulaire, dans les augmentations osseuses autogènes, bien sûr, il est présent, et ce sont des cellules vivantes qui sont à l'origine de ce phénomène d'ostéogénèse. L'ostéogénèse, pour rappel, c'est la formation spontanée du tissu osseux par des cellules osseuses. Alors, cette ostéogénèse dans les os greffés, quand on fait un prélèvement, que ce soit un prélèvement par bloc ou un prélèvement particulé, cette ostéogénèse est quasi
inexistante. La survie cellulaire, elle est quasi inexistante dans l'os greffé et on entend beaucoup d'inepties sur le sujet de personnes qui parlent des greffes osseuses. Des greffes osseuses non pédiculées, c'est-à-dire on ne déplace pas un périos avec des artères veines, on ne fait pas d'anastomose, qui parle effectivement d'ostéogenèse et c'est un terme qui est complètement erroné. On va parler d'ostéoinduction parce qu'il y a effectivement des facteurs inducteurs qu'on va voir. On va parler d'ostéoconduction et déjà on voit que ce que nous faisons déjà dans la régénération osseuse aujourd'hui, eh bien on va peut-être pouvoir l'imaginer un peu plus paisiblement et se dire qu'en fait, est-ce que l'os autogène est vraiment stratégique? Cette trame organique, c'est le principal constituant du vivant. La majeure partie, effectivement, c'est du collagène. Ce sont les protéines non collagéniques. Ce sont ces fameux facteurs de croissance. Et ce sont ces tissus adipeux, les lipides, dont on connaît très peu le rôle, à part le stockage des graisses, un stockage énergétique, mais il y a d'autres rôles. On sait par exemple aujourd'hui que les lipides sont le principal réservoir de cellules mésenchymateuses non différenciées. Donc ce qu'on avait tendance très rapidement à un moment donné à mettre à la poubelle, on va peut-être commencer à considérer aujourd'hui de l'utiliser différemment, en tout cas dans les cultures cellulaires. C'est quelque chose qui est une voie actuellement en pleine recherche. Donc cette trame collagénique, cette trame organique est une trame collagénique majoritairement de collagène de type 1. Donc 90% de ces protéines que nous avons dans l'organisme, que nous avons dans l'os, sont des protéines de collagène de type 1. Et ils sont sécrétés par les ostéoblastes, ils vont former le procollagène, le tropocollagène, qui va se cliver dans le milieu extracellulaire et qui va avoir une activité extrêmement intéressante. Il va avoir une activité inductrice vasculaire, comme on va le voir un petit peu plus loin, mais surtout, un élément essentiel quand on regarde un petit peu la biologie, c'est de dire effectivement ce collagène, en quoi est-il intéressant au niveau osseux? Eh bien, on sait, et vous le lisez en gras en dessous, c'est qu'il détermine la structure osseuse lamellaire et les propriétés physiques. C'est la trame collagénique que nous avons in situ qui va donner cette densité à notre trame osseuse. Et ce raccourci, on va le comprendre un tout petit peu plus loin, ou plutôt cette phrase-là, on va la comprendre un petit peu plus loin en regardant différents types de collagène et leur comportement dans le temps. Donc, quand on va regarder le biomimétisme cellulaire, on va essayer de faire cette quadrilogie. Plus exactement, nous, dans notre discipline, c'est une trilogie, puisque le facteur mécanique n'est pas un facteur intéressant pour nous, il est intéressant en orthopédie, mais cette conception de l'ingénierie tissulaire de Gianoudis, effectivement, dérive de l'orthopédie. Il faut cette matrice extracellulaire, cette matrice sur laquelle la croissance cellulaire va pouvoir se faire. Il y a ces cellules ostéoprogénitrices, donc ces cellules mésenchymateuses qui voudront bien se différencier sous l'action d'un stimuli en cellules osseuses à activité spécifique. Et bien entendu, ce signal, il faut bien qu'il arrive de quelque part. Et on va essayer de disséquer cette trilogie pour essayer de comprendre cette régénération osseuse, comment elle se met en place, et essayer de définir ce qu'est la régénération osseuse hybride. Dommage, vous ne pouvez pas m'interrompre pour les questions, donc notez-les s'il vous plaît. Je serais ravi que l'on puisse partager si des questions n'étaient pas claires ou si vous aviez un avis contraire, ce serait vraiment intéressant de partager avec vous à la fin. Donc, ce biomimétisme cellulaire, il impose d'avoir un biomatériau biocompatible, c'est évident, il ne doit pas induire de réaction inflammatoire ni de toxicité. Ça semble une évidence, mais on voit beaucoup de biomatériaux qui contiennent notamment des collagènes qui ne sont pas suffisamment purifiés ou qui contiennent des résidus enzymatiques, bien qu'ils aient le marquage, bien qu'ils soient autorisés à l'usage et à l'utilisation. Ces biomatériaux vont avoir une réponse tout à fait différente de celle qu'on attend, qui est la formation osseuse, et pour en avoir utilisé un certain nombre d'entre eux, on se retrouverait très fréquemment avec des fibroses notamment avec des biomatériaux xénogéniques ou même des biomatériaux halogéniques pour certains, effectivement avec des réactions fibrotiques qui traduisent un mauvais traitement ou une insuffisance qualitative dans le process de traitement de ces biomatériaux-là. La bioactivité, c'est la finalité, effectivement, c'est d'avoir une interaction chimique avec le vivant et sous l'effet de ces signaux va déclencher effectivement une activité spécifique dont l'ostéogenèse est le chef de file, on en a parlé. Et cette ostéogenèse va commencer au contact direct à la surface d'un matériau, à condition qu'on ait des cellules qui survivent en périphérie de ce matériau greffé. En gros, si on prend un exemple juste pour terminer la discussion sur l'ostéogenèse et sur son incapacité à se mettre en œuvre dans la majorité de nos actes, c'est que quand vous greffez un tissu osseux, qu'il soit particulaire ou qu'il soit de bloc, à la surface d'une corticale, on estime que la survie vasculaire ne peut se faire au-delà du millimètre d'une source vasculaire. Or, une corticale n'est pas une source vasculaire, c'est un mur. Donc, on va faire des micro-perforations, mais on ne va pas ouvrir la médulaire complètement. Et donc, la survie cellulaire à l'interface
elle est quasi nulle à l'interface du greffon. Alors après, on va se dire, on va pouvoir, à travers le périoste, vasculariser notre greffon, mais en général, qu'est-ce que nous avons en face de ce périoste qui a été récliné? Nous avons une corticale, nous avons cette autre corticale, bien entendu, que nous ne perforons jamais. Cette corticale qui est en regard de ces tissus mous, eh bien, elle est également une barrière à la vascularisation. Donc vous voyez que ce n'est pas si évident d'avoir une survie cellulaire. Si d'autant plus on se met à broyer l'os, à le compacter, eh bien on va arriver effectivement à des phénomènes hydrodynamiques, à une explosion des parois cellulaires, et la survie cellulaire, elle est très très peu présente. En tous les cas, la survie cellulaire après une greffe osseuse non pédiculée, elle n'est absolument pas de mise. Donc on va aller sur d'autres phénomènes de bioactivité que sont l'ostéoconduction et l'ostéoinduction. Donc ces ostéoinductions, elles sont sous l'effet d'un stimuli, on va le voir un tout petit peu plus tard. Pour moi, le deuxième chef de file le plus important n'est pas l'ostéoinduction. L'ostéoinduction a toujours été considérée comme le palliatif à l'ostéogenèse, qu'il fallait impérativement avoir des matériaux ostéoinducteurs pour former de l'os. Et vous êtes comme moi sensible et à l'écoute effectivement de ces travaux sur les bonnes morphogéniques protéines, ces fameuses BMP, qui ont à peu près 20 ans d'exercice aujourd'hui, 20 ans de recherche, et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas de BMP réellement probants en termes de résultats, en termes d'ostéoinduction et de formation osseuse, ce qui veut dire que peut-être l'ostéoinduction n'est pas la clé dans la formation osseuse, dans la réparation osseuse, et je suis intimement persuadé que l'ostéogenèse l'est. Alors cette ostéogenèse, elle se base sur l'ostéoconduction. Eh bien, la microstructure du site de la particule osseuse sur laquelle les cellules vont venir adhérer, les cellules recrutées vont venir se poser, adhérer et se développer, elle doit être adaptée à la colonisation. En termes de topographie de surface, on parlera de microporosité. En termes de microporosité, c'est l'interaction, ou plutôt l'interconnectivité des pores qui sont visibles, et la macroporosité qui, elle, n'est pas vraiment stratégique en termes de croissance, puisque tout peut passer à travers une macroporosité. Donc il faut des porosités pour que les fluides puissent passer, et il faut une interface osseuse, une microarchitecture de surface, pour que la cellule osseuse puisse adhérer à cette surface, trouver ses connexions à travers les protéines de première intention, ce qu'on appelle les protéines d'adhésion. Donc ça, c'est un petit peu trop lourd pour ce soir pour pouvoir en parler. Eh bien, l'intégration des biomatériaux va subir effectivement une première phase. Cette première phase est une réaction inflammatoire qui est liée à la rupture vasculaire au niveau du site chirurgical. Cette rupture vasculaire, eh bien, va entraîner un hématome. Ce caillot sanguin va se former au contact du greffon, et le premier événement qui va se passer à travers ce greffon, c'est le relargage de facteurs vasculaires à travers les plaquettes. Les plaquettes qui sont à l'origine de cette formation de caillots vont avoir une dégranulation, et cette dégranulation va permettre ce relargage de facteurs plaquettaires, et va permettre effectivement le recrutement des cellules ostéoprégénitrices, mais également des cellules vasculaires. Donc la néovascularisation est l'élément clé de la formation osseuse, et ce qui va permettre la réparation progressive de ce caillot et également le remodelage de ce matériau. Donc, et ça, c'est quelque chose que vous percevez au quotidien quand vous avez réalisé une avulsion, que vous avez un site où il n'y a pas de formation de caillots. Qu'est-ce que vous faites? Vous ravivez les berges de la plaie, vous déclenchez cette formation de caillots. Vous savez qu'en l'absence de ce caillot, vous déclenchez une alvéolite, une inflammation avec une séquestration, une nécrose de surface osseuse qui aboutit à des phénomènes inflammatoires majeurs, douloureux, mais également à des pertes de substances osseuses. Ça, nous le savons tous, et effectivement, s'il y a bien une chose, un take-away ou take-off message, et cette angiogenèse qui est à privilégier de toutes les façons et qui est vraiment la clé de notre augmentation osseuse. Alors, cette intégration des biomatériaux, effectivement, elle a besoin d'une immobilité. Il faut une immobilisation de notre matériau à la surface osseuse sur laquelle il se pose. Ça semble une évidence, mais ça ne l'est pas toujours le cas dans la pratique. On voit très souvent, effectivement, des biomatériaux qui sont placés sur une surface lisse avec une membrane, mais qui ne la stabilise pas. On peut très bien utiliser, effectivement, des biomatériaux avec une membrane qui n'est pas stabilisée ou qui n'est pas pincée, qui n'est pas suturée, à condition d'être dans un défaut intraosseux. Si vous avez un défaut en périphérie qui n'est pas stabilisé volumétriquement par les parois osseuses, une pose de membrane ne le stabilisera jamais à elle toute seule. Donc, il y a des facteurs locaux à prendre en considération, et effectivement, ces facteurs locaux, on verra un exemple de facteur local où on peut effectivement ne pas stabiliser cette membrane. Mais on verra aussi que la stabilisation n'est pas uniquement ce qu'on croit. C'est pas uniquement une membrane qui se pince, c'est la cohésion de l'ensemble, et ça, on en parlera un tout petit peu plus loin quand on verra cette régénération hybride. C'est la régénération de ce biomatériau, plutôt l'agrégation de ce biomatériau, sa stabilité dimensionnelle intrinsèque
qui est un facteur clé, et son deuxième facteur, c'est sa stabilité à la surface. Et ce sont deux éléments de stabilité tout à fait différents. La stabilité du matériau qui est cohésif, le meilleur exemple, c'est le greffon de bloc, par exemple. Un bloc corticospongieux est cohésif dans sa structure, et il a besoin d'une stabilité de surface pour pouvoir entraîner une néoformation osseuse. Il en est de la même façon au niveau d'une régénération osseuse par particules, que ce soit une régénération osseuse classique ou une régénération osseuse hybride. Il faut qu'il y ait une cohésion de ce matériau, et la membrane joue ce rôle, une membrane compressive joue ce rôle. On verra qu'il y a d'autres moyens pour l'obtenir au niveau de cette stabilité de surface. La résorption, effectivement, est le deuxième point, et on a toujours voulu mimer et copier la formation osseuse, et un sacro-saint, on va dire, concept, et qui est erroné à mon avis, c'est de se dire que la néoformation osseuse, la résorption doit avoir une cinétique, une vitesse similaire à la position osseuse. Je pense le contraire. Je pense qu'il faut une résorption osseuse ralentie et une formation osseuse plus active en dynamique pour maintenir et stabiliser un volume osseux dans le temps. Et on va comprendre certains comportements que certains d'entre vous ont déjà vus, notamment de formation osseuse et de résorption secondaire. Et on se pose la question, pourquoi cette résorption osseuse secondaire, alors que quand on est rentré sur le site, la néoformation osseuse était absolument fantastique. Donc on va essayer de regarder un exemple de régénération osseuse avec de l'os autologue. Vous allez voir, c'est un cas qui est assez instructif sur le comportement des cellules, et notamment sur la capacité, quand il y a un cocktail parfaitement cohésif, un cocktail parfaitement équilibré entre des facteurs de recrutement et d'induction, entre une matrice minérale et une stabilité, comment la formation osseuse peut se faire. Je vais essayer d'illustrer à travers un cas ici d'un prélèvement à l'ulna proxima. L'ulna proxima, comme vous le connaissez, est un site de prélèvement qui est sur l'avant-bras, juste au-dessus du coude, dans une zone où il n'y a pas de réseau nerveux ni de réseau vasculaire stratégique, et c'est une région à très très faible morbidité. C'est une région où il n'y a pas d'hématome au niveau du prélèvement. Bien sûr, elle impose un prélèvement qui est fait par un orthopédiste. Et je voudrais ici rendre un hommage et salut à mes amis que sont Luc Manès et Stéphane Fèvre. Luc Manès est l'orthopédiste qui est le premier à avoir publié avec Stéphane sur ces prélèvements pour l'usage endobuccal. Stéphane Fèvre est un confrère et ami chirurgien dentiste aussi, et qui fait de la reconstruction osseuse, qui fait de l'implanto. Et ils étaient les deux premiers à publier sur ce site de prélèvement dans la reconstruction osseuse à visée préimplantaire. On va regarder à travers un cas clinique ici, mandibulaire. Je vais passer rapidement sur les images. Le but n'est pas de montrer une reconstruction osseuse avec de l'os autogène. Donc ici, pour préserver cette vascularisation qui nous est stratégique, j'avais réalisé une incision en mésial, une incision décalée, ce qu'on appelle une incision pour un décollement tunnelisé. Et le site est exposé à travers donc un décolleur et décollé à travers une toute petite fenêtre qui va permettre d'insérer le greffon sans avoir à suturer au-dessus du site. Donc c'est une technique qui est effectivement assez délicate parce qu'elle est travaillée, elle est réalisée pour une 3/4 de sa partie en aveugle avec juste un tout petit pertuis pour pouvoir placer son ostéosynthèse et la stabiliser. Donc la situation est la suivante. Voilà le site de prélèvement. Classiquement, pour décrire le site, on peut prélever de l'ordre de 6 cm, ça veut dire 2 × 3. Ça ne vous aura pas échappé. Mathématiquement, c'est assez précis. Et en fait, blague à part, ça correspond à ce qu'on prélève dans les grands ramus. C'est-à-dire quand on fait un prélèvement rétromolaire, les grands prélèvements nous amènent à 3 cm sur 1 cm sur à peu près un autre centimètre en largeur et en hauteur, en épaisseur. Donc voilà un petit peu ce qu'on va pouvoir prélever au niveau d'une plaque corticale, au niveau de l'ulna proxima. On va prélever une carotte qui est très corticalisée, et vous voyez qu'en dessous, on n'a quasiment pas de médulaire, mais on a un tissu jaunâtre pour une grosse part du tissu adipeux, et c'est la moelle osseuse, c'est la moelle hématopoïétique ici qui a été prélevée et qui va être effectivement mélangée à des copeaux osseux. La plaque corticale va être affinée, on va utiliser des copeaux d'os cortical qui vont être mélangés à cette moelle hématopoïétique. Et bien sûr, c'est réalisé sous anesthésie au bloc opératoire. Là, c'est un bloc anesthésie, c'est pas une AG, c'est un bloc anesthésie, une tronculaire à l'épaule qui est réalisée conjointement au prélèvement, qui réalise le prélèvement et la greffe. Et effectivement, ça, c'est en post-op. Quand le patient est revenu la semaine d'après au contrôle post-op au cabinet, quand j'ai fait ma radio panoramique ici, je me suis dit, mais diable, pourquoi n'ai-je pas plus tassé mes matériaux en dessous? Et pourtant, j'avais le souvenir d'avoir laissé aucun vide, de n'avoir laissé aucun vide. Et en fait, c'est toute cette partie hématopoïétique, c'est cette moelle osseuse qui ici est mélangée à ces quelques fragments, on va dire, de corticale qui est posée dans l'espace. Et ça ne vous échappera pas que la corticale, elle n'est que
axiale. Il n'y a pas, par conséquent, du côté lingual, vous n'avez aucune membrane. En vestibulaire, vous n'avez aucune membrane. Donc, dans ce contexte-là, on va voir un petit peu comment ce site-là, alors que nous avons un matériau qui est peu, on va dire, corticalisé, qui ne réalise pas ce qu'on appelle une chambre de formation osseuse, nous ne sommes pas dans un site cloisonné, complètement étanche, comment peut-on former de l'os et à quoi ressemble cet os en dessous? Et donc, voilà la situation à 4 mois, quand le patient revient pour l'évaluation secondaire, et aux surprises, la trame osseuse, elle est impossible à différencier dans cet espace qui était complètement lacunaire de la trame osseuse sous-jacente. Donc nous avons ici une néoformation osseuse par un mimétisme absolument remarquable. C'est ce biomimétisme ici qui s'est exprimé, c'est une régénération osseuse. Ce n'est pas une greffe osseuse autologue, c'est dans le chapitre des régénérations osseuses qu'elle doit être classée. Puisqu'en fait, nous avons ici un bloc qui est complètement dépériosté, non vascularisé, des particules qui sont broyées et une moelle hématopoïétique, effectivement avec des facteurs inducteurs extrêmement puissants. Quand on regarde le cone beam, quand on regarde le scan, eh bien on voit que cette partie médiane, elle est extrêmement dense et pourtant elle était extrêmement lâche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons formé un os à l'image du site receveur corticalisé et de la nature du matériau qu'on a utilisé. Ça veut dire que ce soit dans le sandwich, dans la partie supérieure ou dans la partie inférieure de ce sandwich, eh bien nous avons des enveloppes d'os très corticalisées, très denses, et le biomimétisme cellulaire nous a amené à la formation d'un os du même niveau qualitatif. On a le même type d'os, on est sur un os de type D1 ici, donc une très très forte densité corticale dans cette matrice. Donc c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à garder à l'esprit quand on va comprendre un petit peu, on va essayer de voir un peu d'autres biomatériaux et leur comportement, et pourquoi on arrive à cette régénération osseuse dense, et en quoi ce biomimétisme est stratégique. Alors bien entendu, ça n'échappe pas à la règle. Vous avez vu effectivement, si je reviens sur la diapo d'avant, que si on regarde notre radio panoramique, plus exactement, ici, si on regarde notre radio panoramique, il ne vous a pas échappé que la corticale en surface est très faiblement remodelée à 4 mois, contrairement à la partie médiane. Et il va s'en suivre, ce qui s'ensuit, c'est que le confrère qui a adressé le patient réalise une pose d'implant tout à fait normale. Cette pose d'implant est faite avec des implants qui sont parfaitement passifs. Vous les connaissez, mais je ne veux pas citer d'implants aujourd'hui ni de marque. Donc vous voyez qu'ici, ces implants qui sont très fortement, très peu agressifs, qui nécessitent très peu de stabilité primaire, ont perdu l'os cortical qui était cet os non remodelé. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre assez communément, effectivement, avec les blocs corticaux ou les blocs corticospongieux, ou avec une corticale qui a pour finalité de se résorber, et si elle n'arrive pas à se résorber, quand elle va subir un trauma chirurgical, elle va redéclencher cette dynamique de résorption et on aura des phénomènes de fonte osseuse. Donc cet os cortical est fondamental, il est intéressant, mais peut-être pas dans l'usage tel qu'on a l'habitude de le faire. Donc, et si on regarde maintenant les régénérations osseuses à proprement parler. Ces régénérations osseuses guidées, elles ont besoin d'un certain nombre d'éléments que vous connaissez pour la plupart. La compétence du site receveur, bien sûr, pour qu'une régénération soit stable, il ne suffit pas de former de l'os, il suffit que le site receveur soit capable de le maintenir. Et pour expliquer un petit peu ce point-là, vous avez tous connaissance des travaux de CO-induction de Urist quand on injecte des particules osseuses ou des facteurs de croissance en sous-cutané chez le lapin, notamment c'est là où s'était faite cette expérience de Urist. Eh bien, nous créons des îlots de formation osseuse, mais l'étude ne publie pas par la suite ce qui se passe, c'est que ces îlots de formation osseuse se résorbent, parce que le site n'est pas compétent. Donc la notion de compétence de site est fondamentale. Si on reprend un exemple en maxillofacial qu'on connaît très bien, pourquoi les fentes labiopalatines ont un facteur de récidive extrêmement élevé? La distraction alvéolaire est venue changer la donne, mais dans les sites greffés et dans les mains des meilleurs chirurgiens, nous avons beaucoup de récidives parce qu'ils sont contenus en vestibulaire par un os conjonctif et en palatin par un os extrêmement encore plus conjonctif, en fait par un tissu, pardon, par une muqueuse encore plus conjonctive qu'est la muqueuse palatine. Donc cette notion de compétence du site est une notion très intéressante à bien garder en tête et ce ne sont pas des échecs, c'est tout simplement une mauvaise évaluation du site receveur lors de nos thérapeutiques. La stabilité à l'interface, il est évident que si vous avez une micromobilité de vos particules ou de votre greffon, il va s'en suivre une fibrose, donc cette stabilisation à la surface, elle est essentielle pour ne pas déclencher une réaction de fibrose et effectivement une résorption ou une exfoliation, une expulsion du fragment osseux ou de biomatériaux. La compression, elle est nécessaire. Cette compression, elle contribue à travers
cette pression en fait à la stabilité et évite l'étalement. Si on fait une régénération osseuse sous un lambeau, qu'on pose une membrane, qu'on ne stabilise pas la membrane, en suturant, l'hématome gonfle les tissus, les biomatériaux se promènent. Donc cette cohésion des biomatériaux dans le site où ils sont placés est essentielle. Elle peut être par la membrane, elle peut être par des plaquettes osseuses, elle peut être par d'autres éléments que je vous montrerai un petit peu plus loin. L'exclusion cellulaire. On a toujours pensé que pour former de l'os, il faut de l'exclusion cellulaire, il faut une membrane qui soit complètement occlusive, et qu'on ait des microporosités inférieures à 50 microns pour que les fibroblastes ne passent pas et que les cellules osseuses puissent exprimer leur potentiel puisqu'ils sont beaucoup plus lents à s'exprimer, à réparer la matrice osseuse ou à remodeler le biomatériau. Aujourd'hui, je ne pense pas que l'exclusion cellulaire est un facteur essentiel. Nous avons beaucoup de cas où nous avons réalisé des augmentations osseuses sans membrane. Je ne vais pas trop rentrer dans ce détail, sinon on se perdrait et le chapitre deviendrait trop large. Mais l'exclusion cellulaire, aujourd'hui, n'est pas vraiment le chapitre le plus intéressant. On a travaillé beaucoup avec des membranes de PTF denses, et pour les auteurs qui les utilisaient, eh bien, on a abouti à des perforations secondaires de ces PTF denses avec des digues pour réouvrir ces espaces vasculaires. Et donc, l'exclusion cellulaire, elle est où? Et quand on utilise une membrane de collagène qui a une résorbabilité dans le temps qui est relativement rapide, de l'ordre de 2, 3 semaines ou 4 semaines, et pourtant on a une formation osseuse, dans bon nombre de cas quand on a une immobilisation, comment se fait-il que cette exclusion cellulaire ne soit pas si importante, puisque la membrane de collagène, par principe, même si sa résorption dans le temps peut être longue, ne nous donne pas une définition de ce qu'est la porosité au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, au bout de 3 semaines. Les cellules peuvent passer dans les interfaces et peuvent venir effectivement interférer dans les compartiments. L'induction vasculaire et l'induction osseuse, là on va ouvrir un petit peu ce chapitre parce qu'il me semble aujourd'hui le plus intéressant, c'est cette induction vasculaire, parce qu'elle est quand même le maître mot de l'induction osseuse. Rien ne sert de se battre, avoir des facteurs protéiniques, des facteurs morphogéniques protéiniques pour la formation osseuse. Il faudrait des facteurs essentiellement vasculaires de façon à pouvoir vasculariser le site et obtenir cette induction osseuse par la suite. Et bien entendu, la qualité de la trame minérale, elle tombe sous le sens. Elle n'est pas qualitative en termes uniquement immédiats ou à court terme, elle doit être qualitative à long terme, et la notion de qualité est une notion qui n'est pas vraiment comprise dans la majorité des biomatériaux que nous utilisons. Alors qu'est-ce qu'on a de commun maintenant entre ce matériau qui est connu comme étant un des plus facilement tolérés et on va dire des plus entre guillemets prometteurs, que nous avons tous pensé très prometteurs, qu'est l'os halogénique. L'os halogénique a en commun avec l'os autologue, bien entendu, sa trame minérale. La trame cellulaire n'existe plus. Nous avons effectivement un collagène majoritairement de type 1, et ce collagène de type 1, eh bien, on va regarder un tout petit peu ses pourcentages dans la diapo suivante. Les facteurs de croissance, non, oui, non. Jusqu'à peu de temps, on n'avait pas de facteurs de croissance disponibles dans l'os de banque. Nous commençons à en avoir aujourd'hui avec certaines banques d'os, notamment avec TBF. Et on va voir aujourd'hui un petit peu ces biomatériaux, qu'est-ce qu'ils ont en commun et en quoi ils nous aident dans nos régénérations osseuses. Donc ça, c'est un tableau que j'avais fait il y a déjà une bonne quinzaine d'années, sur effectivement, que j'ai complété récemment, sur notamment un des derniers biomatériaux, et sur les composants. Eh bien, nous avons les protéines non collagéniques, eh bien, elles sont quasiment identiques, quel que soit l'os de banque aujourd'hui disponible en France. Ces protéines non collagéniques n'ont quasiment pas de différence. Elles ont un collagène de type 1 majoritairement autour de 30%. Pourquoi 30%? Parce que c'est la composante, c'est le pourcentage que nous retrouvons dans l'os d'origine tête fémorale. Donc c'est la composante de l'os autogène. L'os autogène a 30% quasiment de collagène de type 1 dans sa matrice organique. Et donc à partir du moment où le process ne dénature pas la structure minérale du biomatériau, de l'os de banque en l'occurrence ici, eh bien il est logique qu'on retrouve le même pourcentage. Cette matrice minérale, elle est complète, et on va voir également les complètes et identiques à l'os autogène. Les lipides sont majoritairement supprimés, sont jamais complètement supprimés, mais effectivement, ils sont réduits pour une bonne partie. Alors, je vais prendre un petit exemple pour illustrer ce mimétisme cellulaire et regarder un petit peu comment ça marche au niveau de cet os halogénique. Ça, c'est un cas que j'ai traité, oui, malheureusement, ça ne rajeunit pas, il y a une bonne vingtaine d'années, et effectivement, avec un bloc cortico-spongieux, cortical sur la tête fémorale, réserve. Je vous invite à regarder sur Internet et de regarder dans les bouquins de biologie où se trouve la corticale dans la tête fémorale. Elle est quasi inexistante. On parle de cartilage dense plus volontiers. Un cartilage dense, c'est une zone qui n'a pas du tout les caractéristiques d'une corticale. Donc, effectivement, le terme peut être un peu trompeur
dans certains conditionnements, on va dire, quand on parle de cortical d'origine tête fémorale, de corticospongieuse d'origine tête fémorale. Donc c'est un terme qui est peut-être un tout petit peu excessif. Donc voilà une situation d'une patiente que j'avais traitée à l'époque avec une augmentation osseuse bilatérale, donc des incisives latérales. Je vous passe toutes les images, encore une fois, le but n'est pas de parler de l'os de banque, mais d'essayer de comprendre un tout petit peu l'intérêt de cet os de banque au-delà des blocs et en quoi il est stratégiquement et aujourd'hui indispensable. Donc on voit ici le suivi radiologique à 3 ans, le suivi radiologique à 7 ans, une très très discrète récession au niveau crestal. À 7 ans, elle est similaire à celle que nous avions observée à 3 ans, donc on peut dire que nous sommes en présence d'un taux de succès effectif pour cette patiente-là. On pourrait la classer bien volontiers dans le taux de succès de nos actes chirurgicaux. Et si on va un tout petit peu creuser plus loin et qu'on fait un CBCT, voilà ce qu'on voit à 7 ans. On voit la face palatine, ça veut dire que tout ce qu'on a fait, bien que tout est encore en place, que la prothèse est encore en place, que le tissu muqueux ne montre rien, nous n'avons quasiment plus d'os résultant de cette greffe osseuse qu'on a faite 7 ans avant. Donc il ne s'agit pas d'un échec, il s'agit d'un remodelage et d'une résorption. Et la question, peut-être, est dans la question pourquoi cet os est résorbé, eh bien la réponse, elle est probablement dans ce que nous avons vu dans le collagène au tout début de présentation. On a vu que la trame collagénique définit la structure minérale de l'os qui va se former. Elle définit ses propriétés physiques et elle définit ses propriétés mécaniques par la suite. Ce qui veut dire que si je prends un os spongieux, que j'utilise un os spongieux, quand bien même il y a une corticale en surface, eh bien cette corticale, elle est destinée, puisqu'elle est peu vascularisée, à se résorber à un moment ou à un autre, et cet os spongieux qui est en dessous va se comporter comme un os spongieux. Si je prends un os spongieux et que je le greffe, on a connu ça avec l'iliaque, eh bien cet os spongieux va se résorber dans le temps. Et si vous faites des CBCT, et il y a une étude de Nancy sur ce point qui était assez intéressante, je ne sais pas si elle a été publiée sur une 50aine de cas de revues sur des blocs allogéniques, où on voyait ce phénomène de façon assez similaire se reproduire. Alors, comment être plus prévisible? Comment essayons-nous, à travers cette régénération osseuse hybride, comment pouvons-nous essayer de rendre nos reconstructions osseuses un petit peu plus prévisibles? Eh bien, on va essayer de retarder le remodelage, de retarder la résorption. Et là, le rôle de l'hydroxyapatite, qu'elle soit naturelle, qu'elle soit synthétique, eh bien, est fondamental et on va essayer de le revoir. Alors, cette hydroxyapatite dense, où est-ce qu'on la retrouve? Dans le tissu allogénique, la diapo n'est pas vraiment complète ici. Dans les substituts allogéniques, on va trouver de l'hydroxyapatite dense, mais uniquement dans les prélèvements qui sont faits au niveau du plateau tibial. Donc, quand nous avons une bognose qui peut vous fournir du plateau tibial, eh bien, vous vous retrouvez avec des plaquettes osseuses qui sont d'origine corticale, tout à fait dense. C'est ce qu'on pourrait rapprocher le plus d'un prélèvement mandibulaire, par exemple, ou d'un prélèvement crânien. On va retrouver donc cette hydroxyapatite dense dans les substituts xénogéniques majoritairement, donc celle-ci elle est vraiment présente, et dans les substituts alloplastiques, donc les synthétiques, sous la forme des HA qui sont donc des hydroxyapatites pures, ou des biphasés que sont les BCP qui contiennent du CP qui est résorbable, le BCP se résorbe, et l'hydroxyapatite qui est beaucoup plus faiblement résorbable. Donc on va retrouver ça un tout petit peu partout, et on va essayer de voir à travers quelques petits cas cliniques comment on va pouvoir les utiliser. À travers ce premier cas clinique, c'est un cas effectivement de perte osseuse verticale sous crestale sinusienne. La prémolaire doit être extraite, hein, ça ne vous échappera pas que nous avons ici au niveau de la partie distale une racine qui est quasiment dénudée sur la totalité et le septum mésial est beaucoup plus haut. Donc il va falloir régénérer cette partie crestale associée à une correction sous-sinusienne. Voilà la situation clinique une fois l'avulsion réalisée et la cicatrisation terminée. Et on va, sur ce point-là, exposer le site. On voit ici une vue légèrement oblique. On est oblique, vous voyez, au niveau de la molaire, on voit la face palatine, donc on n'est pas franchement vestibulaire. C'est une vue oblique, la personne avait une ouverture buccale un peu difficile. Donc on ne mesure pas la perte en hauteur. Voilà le plateau osseux en mésial. Et nous avons ici une perte en hauteur et une perte en épaisseur qui est présente chez ce patient. Donc on va réaliser notre abord sinusien classique. Nous allons réaliser la fenêtre sinusienne. Rien de bien particulier. Et là, je vais utiliser un matériau biphasé, un matériau qui contient un mélange d'hydroxyapatite et de phosphate tricalcique. Donc, l'HA est majoritaire, ici 80% d'HA et le TCP qui va permettre de résorber plus rapidement cette particule et d'induire une angiogénèse beaucoup plus rapide. Donc, c'est des particules qui sont assez fragiles, hein. On voit qu'elles se brisent facilement quand on les manipule, donc il faut les utiliser assez délicatement. Elles sont placées dans la partie endosinusienne et à ce stade-là, je vais fermer le compartiment osseux.
mon compartiment est fermé par la fenêtre initiale. Je n'ai pas nettoyé la diapo pour faire joli, tout simplement parce que je vais faire une régénération osseuse de surface à travers un autre matériau, et on va voir le comportement de ces matériaux dans le temps. Là, vous voyez au-dessus, sur la partie haute, une membrane est placée, elle est pincée à la base, elle n'est pas faite ni placée ici pour venir couvrir la surface de la fenêtre, elle est faite pour venir couvrir la régénération osseuse. Alors là, je vais utiliser en surface un minéral beaucoup plus dense, puisque mon défaut ici n'est pas un gros défaut, c'est un défaut où il y a encore beaucoup de cellules osseuses. Je suis dans un site extrêmement compétent, j'ai un flux vasculaire du sinus, j'ai un tissu médulaire qui est assez riche, puisque le maxillaire est extrêmement médularisé et extrêmement bien vascularisé. Donc je vais prendre une matrice minérale pure, et je vais prendre une matrice minérale bovine, assez simple, une xénogreffe ici, que je vais utiliser en surface. Donc ces xénogreffes, vous les connaissez, vous les retrouvez ici sous le nom de plusieurs produits. Bien sûr, le chef de file et le plus connu d'entre eux étant le Bios. Vous avez la Symbiose, vous avez Purgo qui est récemment arrivé, vous avez le Cerabone. Voilà, ce sont des matériaux qui sont disponibles et que j'ai eu la chance et la possibilité de les utiliser depuis de longues années. Donc, on sait d'après la littérature que l'hydroxyapatite bovine est la plus stable. Les travaux majoritairement ont été faits sur le Bios. Et par contre, les maintiens de forme sont relativement intéressants dans ces régénérations. Par contre, dès qu'il s'agit de correction osseuse en hauteur, effectivement, on commence à avoir des données, mais elles étaient encore pauvres jusqu'à il y a quelques temps, jusqu'à 2-3 ans. Les données de correction et de la stabilité verticale étaient pauvres, mais ça avance très vite. Donc là, nous avons ici la xénogreffe qui est installée en vestibulaire, et nous allons pouvoir refermer à travers des pins qui sont positionnés sur la partie cristal palatine, et on va augmenter le volume et corriger. Voilà la situation stabilisée. Nous avons ici une reconstruction qui vient d'être finalisée, et on revoit le patient à 4 mois. On voit ici l'intégration de ce matériau en surface. Il ne s'est pas résorbé, vous allez le voir, les cônes BIM vont être assez révélateurs, et il n'y a pas de résorption, notamment de la partie cristal non plus, et on va pouvoir venir placer les implants à travers ici un guide chirurgical, c'est un guide de positionnement, c'est un guide pilote qui est réalisé, et on va réaliser le forage initial, et on va pouvoir placer les implants. Et vous voyez que dans les puits, nous avons un saignement qui est assez abondant, signe d'une bonne vascularisation de notre sinus, puisqu'en fait ici, nous avons le forage terminal qui s'est fait à la longueur des implants, et on a un flux sanguin qui est assez intéressant ici en termes de comportement, les lambeaux assez classiques. Voilà la situation clinique telle qu'elle se présente, les implants sont placés, et puis on va, sur ce point, suivre le comportement de ces biomatériaux. Alors, la radio panoramique nous donne à peu près une idée, un petit peu du comportement. On devine ici une corticale du plancher sinusien, et on va essayer de regarder un petit peu cela dans le temps. Nous voilà ici, dans la situation après 3 ans, après maturation. Qu'est-ce que l'on voit? On voit que nous avons une formation d'un plancher sinusien tout à fait indépendamment du matériau de la partie médulaire. Donc, nous avons une résorption et un remodelage qui était très puissant de la partie médiane, et une corticale qui est totalement indépendante de la position des implants. Nous avons une recorticalisation effectivement liée à la présence de cette matrice d'hydroxyapatite dense, et effectivement sous l'action également de l'adaptation fonctionnelle, puisque la pression intrasinusienne va également sculpter, ou plutôt va induire une réponse des cellules osseuses, de la formation osseuse. Donc là, nous avons conjointement l'action de la pneumatisation et la pression intrasinusienne, et le facteur intrinsèque du biomatériau, et ce remodelage qui va définir un petit peu cette fonctionnalité et cette formation de cette corticale sous-sinusienne. Le plus intéressant également, c'est de le regarder à travers la coupe transversale. On voit bien effectivement cette indépendance de la corticale par rapport à l'augmentation, au matériau qui a été augmenté. Mais ce que nous voyons surtout en vestibulaire, c'est cette hydroxyapatite bovine dense ici, qui ne s'est pas résorbée, qui n'a pas changé de conformation, mais vous voyez qu'ici la correction est relativement modérée, on est dans un site relativement compétent, et donc cette matrice-là, on peut se donner rendez-vous dans de longues années, elle ne bougera quasiment pas, parce qu'elle est formée d'une matrice minérale dense, et son remodelage à l'intérieur va se faire avec des cellules de l'hôte, mais avec un mimétisme qui va garder dans le temps cette formation osseuse dense ici. Cette densité ici ne changera pas, et je vous montrerai les cas avec un suivi beaucoup plus loin dans le temps, dans les cas cliniques qui vont suivre. Alors, dans les atrophies sévères, eh bien, il ne suffit pas d'avoir un biomatériau compétent, il va falloir l'aider un petit peu. Ce biomatériau compétent, il ne va pas suffire à régénérer de l'os à la surface d'une crête, comme dans un sinus, ou dans une régénération osseuse modérée, comme dans le cas clinique.
eh bien, dans ce cas-là, on va avoir besoin d'autres composants qui sont présents dans l'os et on va essayer de les regarder. Eh bien, ces composants qui sont présents dans l'os, on en a parlé déjà, eh bien, ce sont ces facteurs de croissance. Alors, chef de file, les BMP, les bonnes morphogéniques protéines, ils appartiennent à la famille des TGF, ils sont présents dans la matrice minérale de l'os, et donc quand on utilise un matériau autologue et qu'on récupère une matrice minérale, quand on va broyer cette corticale, on va pouvoir exprimer ces BMP qui sont piégés dans la matrice minérale et on va avoir une libération graduelle qui va se faire au fur et à mesure de la résorption de ces particules. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est ce que nous disions tout à l'heure, c'est que la notion de compétence du site est importante. Donc les BMP seuls ne sont pas suffisants à former de l'os, il faut un site compétent et il faut qu'il puisse avoir des cellules avec lesquelles il puisse interagir. Le deuxième facteur qui, pour moi, est le plus important, c'est le facteur tissulaire. Donc, le chef de file de ces facteurs tissulaires, c'est le PDGF, les Platelet Derived Growth Factor, qui sont sécrétés par les plaquettes. Cette sécrétion est plaquettaire. Elles viennent effectivement par le caillot, on les retrouve au niveau osseux, et elles ont une action lors des premières phases de la réparation de la fracture. Ils vont exercer un effet indirect sur la réparation osseuse en augmentant l'expression des facteurs vasculaires. Et donc, vous voyez, là, on revient un petit peu sur notre élément de départ, cette nécessité d'angiogénèse et cette vascularisation qui est stratégique pour la formation osseuse. On va retrouver également les TGF, les Tissue Growth Factors, qui sont stockés également dans les cellules, dans les plaquettes, dans les tissus osseux. Et comme le PDGF, elles vont être relarguées et activées par les plaquettes. Et l'activité des plaquettes ici est vraiment fondamentale dans la formation osseuse, dans l'induction vasculaire qui va aboutir à cette formation osseuse. Alors, si on regarde les plaquettes à proprement parler, là on a parlé du tissu osseux, dans ces plaquettes, si vous regardez un peu la composition à travers la littérature, à travers la biologie, eh bien on sait qu'elles contiennent beaucoup de facteurs vasculaires et on retrouve les mêmes, le TGF-bêta, le PDGF, les IGF, les EGF, les VGF, les Vascular Growth Factors, et elles vont donner un signal aux cellules épithéliales et un signal aux cellules non différenciées, les cellules mésenchymateuses, pour permettre quoi? Pour permettre d'abord la synthèse du collagène. Elles vont en premier venir activer cette synthèse collagénique, elles vont également induire, après cette formation initiale de ce cal fibreux, eh bien, elles vont permettre le recrutement des cellules mésenchymateuses à visée osseuse et permettre la formation osseuse en second. Et là, on aboutit immanquablement à la thérapie régénérative que vous connaissez. Eh bien, ce sont les facteurs plaquettaires, le APRF, le IPRF. Là, il ne s'agit pas d'une guerre d'école, mais ce que je voulais surtout regarder dedans, c'est en quoi ces APRF et IPRF nous intéressent. Eh bien, ils nous intéressent tout simplement, si on revient sur les diapos d'avant, c'est qu'ils ne font que concentrer des facteurs déjà existants au niveau des plaquettes. C'est-à-dire ce que nous avons ici au niveau des plaquettes, on va pouvoir, en le concentrant à travers un extra sanguin, avec un prélèvement sanguin, eh bien, on va pouvoir concentrer la quantité de plaquettes, quantité de facteurs plaquettaires qui vont être piégés dans la fibrine et qui vont pouvoir s'exprimer de façon beaucoup plus puissante avec le matériau d'augmentation quand il va être implanté. Alors, les facteurs de croissance, on en a parlé, eh bien, dans ces facteurs de croissance plaquettaire, vous avez les TGF, les vasculaires et le concentré plaquettaire. La libération des VGF, il y a plusieurs publications, je ne voulais pas vous noyer, surtout à cette heure-ci. Ganati est pour moi la personne qui a le plus d'expérience et de connaissances de ces facteurs vasculaires. C'est une personne qui a énormément publié et travaillé dessus. Vous retrouverez dans la littérature énormément de publications de Ganati, de Sharam. Et en fait, ça ne fait que concentrer ce que nous avons déjà au niveau des plaquettes, comme nous le disions il y a quelques secondes. Là, j'ai un petit ralentissement du passage. Hop, pardon. J'ai une petite latence chez moi. Alors, encore un clic, et puis voilà, elle apparaît. Les facteurs de croissance. Donc, le relargage des facteurs de croissance, pour connaître, eh bien, il va se faire 5 à 10 minutes après la formation du caillot. Donc, dès que le caillot va se former, et ça va continuer entre 60 et 300 minutes in vitro. Donc, il faut le faire et ne pas avoir de chirurgie qui traîne. On peut le faire si c'est dans la demi-heure ou 30 minutes, on peut l'utiliser. Bon, je pense qu'il faut essayer d'être avec un extra qui soit le plus proche en fait de son temps d'utilisation in situ et implantation. Et il va stimuler donc, on l'a vu, cette synthèse du collagène au niveau du site, raison pour laquelle effectivement son action au niveau tissulaire a depuis très très longtemps été adoptée par un bon nombre d'entre nous. Effectivement, la cicatrisation des tissus mous avec les facteurs plaquettaires est quelque chose d'extrêmement important et la synthèse de ce collagène et l'angiogénèse qui est induite effectivement ne sont pas étrangers.
Alors, la trame minérale de cet os exogène, de cet os, donc, elle est dans l'os allogénique très peu modifiée après traitement, et donc on a vu que si elle est très peu modifiée, elle est à l'image de sa source, elle est à l'image de l'os effectivement de la tête fémorale pour la majorité, et elle va avoir une cinétique de remodelage très similaire dans le temps. Et dans le greffon xynogénique, en fait, nous avons un faible taux de résorption, et là les questions sont très peu avec une réponse qui n'est pas vraiment évidente. C'est qu'il y a plusieurs hypothèses pourquoi cet os xynogénique est beaucoup plus stable dans le temps. Est-ce qu'elle est liée à la densité et à la source de l'os bovin? Pourquoi il se résorbe moins? Nous avons le cortical, nous, en ce qui nous concerne, au niveau crânien ou au niveau de la partie rétromolaire, qui, même broyé, a tendance à se résorber dans le temps. On a des résorptions qui se stabilisent, mais on a des taux de résorption. Alors pourquoi ce bovin se résorbe quasiment pas? Est-ce qu'il est lié à la modification de son process, la modification de la cristallinité lors du traitement? Est-ce que finalement, est-ce qu'il n'entraîne pas une inhibition directe sur les ostéoclastes? Ce sont toutes les hypothèses qui sont soulevées, et pour ma part, je n'ai pas un élément de réponse à vous donner sur ce point-là aujourd'hui. Et en fait, ce collagène exogène, eh bien, si on dit que le collagène est stratégique effectivement pour induire cette angiogénèse, on va pouvoir le retrouver effectivement soit dans ces greffons d'os allogéniques, on le retrouve bien entendu dans l'os de banque, dans l'os autogène, pardon, et il a un rôle essentiel dans cette induction vasculaire au niveau de formation et de sa structure. Tu peux, s'il te plaît, merci. Le collagène rajouté dans le greffon xénogénique peut également être un facteur intéressant. Aujourd'hui, il y a peu de matériaux qui le proposent, mais je pense que c'est une voie prometteuse, effectivement, sur les augmentations osseuses. Et en tous les cas, il faut que ce collagène ait un degré de pureté, et donc le process de traitement est fondamental. Il ne suffit pas d'ajouter un peu de collagène prélevé, il faut avoir l'expertise de cette purification du collagène pour avoir quelque chose qui soit effectivement utilisable dans nos thérapeutiques. Mais c'est en bonne voie, je peux déjà vous l'affirmer. Donc, l'ostéo-induction, les facteurs osseux, les BMP, ces fameux BMP, eh bien, on va pouvoir les avoir avec de l'os autogène, on va pouvoir les avoir aujourd'hui par quelques banques d'os qui, effectivement, nous le mettent aujourd'hui à disposition. Ce relargage, il est effectivement dose dépendante, il va avoir une demi-vie d'expression courte, mais s'il est piégé dans une matrice minérale, ça va prolonger son temps d'utilisation. Les concentrés plaquettaires vont jouer tout à fait sur un autre niveau, ils ne vont pas jouer effectivement sur ces BMP, ils vont majoritairement jouer sur cette induction vasculaire qui est, encore une fois, le facteur le plus important pour recruter des cellules qui ne sont pas différenciées. Alors, quand on va arriver à notre chapitre, et là j'aurai quasiment fini à vous embêter avec cette partie fondamentale, mais elle est stratégique pour comprendre les images que je vais vous montrer, eh bien les critères de la régénération osseuse hybride, on retrouve un certain nombre effectivement d'éléments qui sont communs à la régénération osseuse guidée en général, mais notamment la particularité, c'est que cette induction vasculaire, elle est stratégique et elle doit faire partie des composants utilisés pour cette régénération osseuse hybride. Donc effectivement, cette induction vasculaire, elle est sous le rôle de ce collagène. On peut l'utiliser effectivement en prélevant de l'os autogène avec un safe scrapper si vous voulez, mais on peut également l'utiliser à travers d'autres sources que sont les collagènes de synthèse, que sont les collagènes de l'os allogénique, mais également que sont les facteurs plaquettaires qui sont des puissants inducteurs de ce collagène. Et puis induire, et ça c'est le deuxième point important, l'objectif effectivement de la régénération osseuse hybride, c'est d'induire un déséquilibre entre la résorption et la position. Ça veut dire que la résorption, nous cherchons à la ralentir par le biomatériau, par la qualité intrinsèque de ce biomatériau, et effectivement par la position osseuse qui, elle, doit avoir une activité la plus puissante possible. Et là, un petit aparté, effectivement, dans le cadre du DU, avec une personne qui est étudiante, qui est avec nous au DU, donc Fatima Mastari. Nous sommes actuellement en train de publier un papier, une revue de littérature, notamment sur le rôle des bisphosphonates, effectivement, dans la régénération osseuse. Non pas en termes de facteurs d'aggravation de la cicatrisation osseuse ou d'ostéonécrose, mais en termes de potentialisation de la formation osseuse. Donc là, il y a des voies de travail actuellement en cours sur ce sujet-là et qui sont effectivement passionnantes. Alors, les critères de la régénération osseuse, on va essayer de distinguer deux sites ici. Nous avons un site maxillaire et un site mandibulaire, et on va voir qu'ils n'ont pas du tout le même type d'aspect, ni le même type de compétences. On va s'intéresser au maxillaire. Il s'agit d'une périimplantite sévère avec une perte des parois palatines, par endroits, des pertes cavitaires par d'autres, et effectivement un dégât osseux qui à la sortie va être assez intéressant à reconstruire. Voilà le dégât osseux. Les flèches vous montrent sur la partie vestibulaire le niveau osseux. La partie palatine, elle est visible avec le décolleur
ici qui est en place. On voit ici que nous sommes sur un défaut à plusieurs facettes. Il y a bien entendu dans la partie haute, ce n'est pas un défaut, là c'est une fenêtre sinusienne qui a été ouverte. Nous avons un défaut endo-osseux et nous avons un défaut tridimensionnel exo-osseux ici. Donc ce site-là, par contre, est extrêmement compétent. Vous voyez qu'il y a un saignement et qu'il y a une vascularisation effectivement intéressante. Il y a une stabilité cavitaire du matériau qui va être placé dedans. Donc si je mets un matériau dans cette zone cavitaire et que ce matériau est stabilisé dedans, il faut que le matériau en surface le soit. Alors comment on va pouvoir stabiliser ce matériau en surface? Eh bien, on va utiliser le principe de la régénération osseuse hybride. La régénération osseuse hybride, en fait, n'est ni plus ni moins l'application de ce que je viens de vous citer comme étant les éléments clés de la régénération osseuse, à mon avis, que sont les facteurs collagéniques, ici le rôle de l'halogène, la stabilité par une xénogreffe faiblement résorbable et l'apport des PRF, des facteurs plaquettaires, dans l'induction vasculaire et par conséquent de l'induction de la formation de ce collagène initial, de la formation collagénique. Donc tout tourne autour de la vascularisation et tout tourne autour de ce collagène. Et dans ce contexte-là, il ne vous aura pas échappé qu'on n'a quasiment pas mis de facteurs, on n'a pas de facteurs osseux. Il y a les facteurs, je dis quasiment, parce qu'il y a le facteur natif au niveau osseux. Au niveau des bonnes morphogéniques protéines, nous avons une expression par les parois voisines de ces facteurs de croissance osseux. Mais le site ici est un site compétent. Et la reconstruction est faite sans grande difficulté, ici simplement par une apposition donc, de facteurs plaquettaires d'une membrane en dessous et bien entendu du biomatériau. Et ce biomatériau, on ne le voit pas ici, on ne s'en rend pas compte, mais il est déjà cohésif dans sa structure. Ce biomatériau est aggloméré et on va voir un peu son aspect. Ce n'est pas le sticky bone comme vous avez pu le voir exactement de la même façon avec cet aspect un peu gélatineux, tout simplement parce qu'on a une matrice ici xénogénique qui est associée et cette matrice xénogénique lui change un petit peu son aspect et sa capacité cohésive, ou plutôt sa particularité cohésive. À la mandibule, nous sommes dans un chapitre différent. C'est le même patient avec cette périimplantite. Nous sommes dans un défaut axial, tridimensionnel. C'est un défaut qui est assez sévère, avec une perte de substance. Et là, nous n'avons pas de paroi et nous sommes dans un site cicatrisé. Donc, quand on va ouvrir le site, quand on va réaliser l'accès sur le site, on voit qu'il y a une zone de fibrose médiane, mais c'est le seul puits vasculaire qui existe ici. Donc, les tissus vont pouvoir amener leur lot de vascularisation. La corticale fera ce qu'elle pourra. On aura beau la perforer. Pour la partie axiale, la perforation ne va pas jouer un rôle stratégique. Alors, la relaxation linguale est quelque chose d'assez simple, dans l'immense majorité des cas, quand ce sont des sites qui n'ont pas été opérés préalablement, en tout cas par une chirurgie d'augmentation osseuse, un simple décolleur peut suffire. On peut utiliser d'autres process, comme les broches techniques que vous connaissez, qui sont des outils qui sont intéressants, mais parfois, on a besoin d'aller inciser dans cette zone-là, surtout quand c'est une reprise chirurgicale. Et là, il faut faire très attention. N'oubliez pas, vous avez le passage du lingual à deux niveaux, en vertical, en postérieur, et en horizontal dans cette partie où nous sommes présents. Donc cette relaxation linguale est quelque chose qui est connu en reconstruction osseuse. On en parle depuis quelques années, depuis certaines publications, notamment de Ronda, mais en tous les cas, c'est exactement la technique qu'utilisaient tous les maxillofaciaux depuis une cinquantaine d'années. Ce n'est pas une technique nouvelle. La personne qui l'a publiée, effectivement, elle a fait un tout petit peu connaître sous son nom, mais elle n'en est absolument pas l'auteur. Les maxillofaciaux, pour aller rechercher qui en est l'auteur, ce serait un petit peu compliqué aujourd'hui. Ça fait partie de l'histoire de la chirurgie de reconstruction. La relaxation vestibulaire, elle va se faire à travers une incision très superficielle du périoste. Et on va s'aider ici de ciseaux de Metzenbaum assez classiques pour obtenir cette relaxation. On va chercher la relaxation pour joindre effectivement les deux bouts. Il faut imaginer que nous avons un gain en hauteur, mais nous avons également un gain en épaisseur qu'il va falloir couvrir. Donc il faut une surcorrection au niveau tissulaire pour permettre. Et là, on va utiliser tout simplement un tuteur médian. À quoi sert le tuteur? On va en parler dans quelques secondes. On va mettre autour de ce tuteur-là, cette vis, c'est une vis d'ostéosynthèse, une membrane, ici en lingual, et on va mettre un biomatériau ici, qui est cette régénération osseuse hybride. Facteur plaquettaire, vis d'espacement, un mélange, et voilà ce à quoi ressemble une régénération osseuse hybride en dehors du site. Nous sommes dans quelque chose de cohésif, qui se tient,
mais qui n'a pas cet aspect gélatineux, comme je vous le disais, quand il n'y a que de l'os de banque qui est utilisé. Donc c'est quelque chose qui reste effectivement cassant, hein. Il n'est pas agglutiné. L'os de banque, une fois que la trame s'est formée, une fois que ça s'est réticulé autour de la fibrine, il faut le couper pour le dissocier. Là, ça reste quand même relativement cohésif, mais si on appuie dessus, on est capable de le cliver, on est capable de le tasser en fait aussi. Donc c'est un matériau qui, à ce stade-là, est assez facilement identifiable. Les îlots blancs que vous voyez sont les îlots de la xénogreffe, et la partie sanguine, la partie rouge, effectivement, et une partie de l'exsudat effectivement prélevée au niveau des plaquettes. Un peu de sang s'est mélangé avec la centrifugation des PRF qui lui donne cette coloration. Donc on va utiliser ce matériau, il est simplement positionné, il est tassé sur le site, et là la membrane, elle est simplement refermée dessus. Il n'y a aucun pins au niveau du site qui est utilisé. Et on va faire une suture compressive, non tensive, compressive. Ce sont deux notions différentes. La suture tensive, c'est une tension sur les berges, et la suture compressive, ce sont des plans profonds qui sont plaqués et qui viennent se plaquer au niveau du matériau, et après c'est une suture passive en surface. Donc ce sont deux niveaux de suture qui sont essentiels. Alors, nous avons ici donc une petite vis d'ostéosynthèse que j'avais mise latéralement pour contenir le matériau aussi dans son assise. On ne la voyait pas sur la radio d'avant. Effectivement, c'est une vis oblique qui sert à contenir le matériau au moment de son positionnement. Alors, là, voilà la cicatrisation, et on va pouvoir effectivement se poser des questions sur le comportement. Là, la radiographie, vous avez le cone beam en haut, et vous avez effectivement les implants ici qui ont été placés par le confrère qui a adressé le patient à ce stade-là. La stabilité osseuse au niveau cristal est stable, c'était à peu près le niveau, nous étions à peu près ici. Alors, la question effectivement de cette membrane, est-ce que cette membrane joue un rôle de tenting? Non, la membrane ne joue pas un rôle de tenting. Est-ce que la vis d'ostéosynthèse joue un rôle de tenting? Je ne pense pas qu'elle joue un rôle de tenting, on le verra dans d'autres cas un peu plus loin. Ici, la vis d'ostéosynthèse, elle permet, à travers un matériau qui est cohésif, de lui donner un tuteur. J'ai une vis médiane, j'ai un matériau qui est cohésif, et à partir du moment où ce matériau cohésif vient se positionner autour de ma vis, on limite son facteur de micro-mouvement en latéralité. Et ce sont ces micro-mouvements de surface qui sont stratégiques, effectivement, au niveau de l'intégration, d'une part pour l'angiogénèse. On a vu que l'immobilisation est très importante pour l'angiogénèse, mais on a vu également que cette mobilité était source de fibrose. Et là, on va pouvoir, à partir du moment où on donne les éléments de stabilité, que ce soit par des membranes pincées, que ce soit par des vis obliques opposées, que ce soit par un fast system, une plaque avec des vis, elles jouent toutes exactement le même rôle, c'est la stabilisation. Elle ne joue pas un rôle d'espaceur, elle ne joue pas un rôle de tenting, elle joue un rôle de la stabilisation du matériau qui lui-même, ici, dans ce cas précis, doit être cohésif. Si je prends des particules qui ne sont pas cohésives, le système ne marche pas, il faut impérativement une membrane pincée dans ce cas-là. Si je prends une xénogreffe et qu'elle n'est pas associée à une trame collagénique et pas associée à un facteur plaquettaire qui va aider à son agglutination, il faudra impérativement la pincer, on ne pourra pas l'utiliser de la même façon. Je vais vous montrer ici un autre cas avec un suivi beaucoup plus intéressant sur le comportement de ces xénogreffes, de régénération osseuse hybride associée avec ces xénogreffes. Donc là, nous avons une atrophie maxillaire assez avancée. On le voit, ça va nécessiter une gestion de la muqueuse sous-sinusienne, et on va pouvoir par conséquent venir reconstruire ce patient-là de façon assez simple dans la partie postérieure, mais on va s'intéresser sur la partie antérieure. Voilà l'atrophie, on voit que nos implants sont tout à fait, les repères radiologiques nous amènent dans des sites qui sont complètement extra-osseux, et il va falloir essayer de pallier à cette reconstruction. C'est un patient que j'aurais il y a une dizaine d'années, probablement greffé avec un prélèvement crânien. Je travaillais à l'époque avec Dominique Defresne qui réalisait les prélèvements et je réalisais les greffes, et je peux vous dire que pratiquement aujourd'hui, mon taux de prélèvement a chuté à moins de 5% dans la majorité de ma reconstruction osseuse. Donc voilà ici un fast system, donc c'est une plaque, une vis d'ostéosynthèse qui stabilise effectivement cette plaque et qui joue un rôle d'espaceur au niveau de la surface osseuse. Donc c'est ce rôle d'espaceur qui nous intéresse. Le matériau ici vient s'agglutiner en périphérie et une membrane ici est placée en simple tente au niveau de la partie périphérique. Bien sûr, le comblement sous-sinusien est fait. Les facteurs plaquettaires ici sont également posés en surface et la suture est faite. Alors, classiquement, au maxillaire, je ne fais pas les deux en même temps. La raison est simple. C'est que si vous faites les deux en même temps, le patient ne peut pas avoir de prothèse amovible pendant un laps de temps extrêmement long. Parce que le temps que la plaie cicatrise, c'est au moins 3 semaines, que vous soyez serein, que votre stabilité tissulaire soit
osseuse au niveau de la régénération osseuse soit stable, c'est à peu près 6 semaines. Avant 6 semaines, vous ne pouvez pas lui mettre n'importe quelle pression, et si vous lui mettez une pression, vous allez la résorber. Donc à partir du moment où on gère un cas et pas l'autre, ça laisse la possibilité d'évaser la prothèse complète d'un côté, de mettre un adhésif au palais, garder la rétention de l'autre côté. Il va y avoir un hématome sur ce site, cet hématome va venir se plaquer sur la prothèse complète et va pouvoir garder sa forme par la suite. C'est-à-dire qu'on va avoir un effet ventouse même dans la zone qui a été déchargée par la suite. Donc vous voyez ici le secteur 1 qui a été traité, et on va refaire la même chose un mois plus tard, un mois pour la raison de l'antibiothérapie, de façon à avoir une disparition de l'effet rémanent des antibiotiques dans l'organisme, espaceur, fenêtre sinusienne, régénération osseuse, fermeture du site. Voilà donc la situation à 0 jour à gauche, nous sommes post-op à gauche et nous sommes un mois à droite. Et on va essayer simplement à travers une panoramique de regarder un petit peu les images. On voit ici, nous sommes ici à un mois, donc nous commençons à avoir effectivement des minéralisations et des gains de densité qui commencent à se faire. On la retrouve ici à 4 mois et à 5 mois avec un gain de densité effectivement assez notable. Effectivement, ces xénogreffes ont joué ce rôle de biomimétisme et nous ont donné une matrice minérale qui est excessivement dense. Et nous retrouvons notre patient ici, effectivement, au moment de l'implantation, et vous voyez à travers cette coupe ici axiale, le volume qui est contenu, les matériaux qui sont contenus dans l'enveloppe de ce qu'était cette plaque d'osséosynthèse, ce phase système, d'un côté et de l'autre, et nous avons un maintien volumétrique qui est assez intéressant. Le petit triangle noirâtre à droite correspond à l'os natif et le reste à l'os augmenté. Voilà la réentrée chirurgicale. Nous sommes ici à la réentrée chirurgicale. La plaque ici vous donne l'épaisseur de l'os. Donc ce que vous voyez dans la partie ici médiane, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Donc là, merci. Donc là, on voit l'épaisseur osseuse qui a été obtenue. Sur l'autre côté, on voit la plaque, on voit l'épaisseur osseuse qui a été contenue, qui a été obtenue, et donc les implants qui vont pouvoir être placés, secteur gauche et secteur droit. Voilà les implants en place. Et on va suivre ce patient un petit peu dans le temps. À la réentrée chirurgicale, voilà la réentrée chirurgicale. Nous voyons toujours qu'il y a cet aspect un peu blanchâtre des biomatériaux, mais il n'y a quasiment pas de perte volumétrique, il n'y a pas de cratérisation au niveau des implants. Nous avons un volume osseux qui est à la limite des décolleurs. Vous avez le décolleur et vous avez l'écarteur qui limite le volume osseux, et on a un maintien volumétrique. Et vous voyez, là, j'ai arrêté mon décollement. Nous sommes toujours dans l'épaisseur de cette paroi osseuse, sachant qu'ici, nous étions sur un site qui, de point de départ, n'est pas un site compétent. On a une très mauvaise vascularisation de l'os de surface, et on est dans une zone de tissu mou majoritairement assez envahissant. Donc la correction osseuse ici, elle fonctionne de façon assez intéressante à travers cette régénération osseuse hybride. Donc nous avons ici les contrôles. Je ne vais pas vous montrer tous les scans, je vous en ai sélectionné un à l'échéance. Donc nous avons ici le contrôle radiologique à 3 ans, le contrôle à 4 ans. Effectivement, il n'y a pas de changement structurel, pas de résorption au niveau de la zone crestale, mais une panoramique, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà le cone beam à 4 ans. Et je vous invite à regarder de façon attentive ce que nous avions observé dans le sinus. Nous avons une paroi corticalisée, une zone plus médillarisée dans la partie basse. Et ici, nous nous retrouvons avec une angulation. Ça veut dire que le tissu mou n'a pas réussi à, on va dire, à remodeler le profil de cette régénération osseuse. Nous sommes restés avec des angles assez vifs à 4 ans. Regardez le côté gauche, côté droit, nous avons des plateaux osseux. Et ces plateaux osseux sont les garants de cette stabilité osseuse liée à cette matrice minérale dense, qui est cette hydroxyapatite dense qui est rajoutée dans un site qui a été rendu potentiellement compétent à travers ces deux autres adjuvants que sont le collagène par l'os allogénique qui a été apporté, mais également par les facteurs plaquettaires. Et on va suivre ce patient ici à 6 ans. À 6 ans, la densité, nous ne pouvons pas la comparer parce qu'il ne s'agit pas du même niveau de contraste, mais néanmoins, nous pouvons comparer ce qui est comparable. C'est cet aspect de plateau qui était sur la diapo d'avant. Vous voyez exactement ce même aspect de diapo, comme si nous venions de faire la régénération osseuse. Nous sommes à 6 ans post-op, et je peux vous assurer, pour avoir fait beaucoup de reconstructions par de l'os autogène, par du crânien, par de l'iliaque avant, mais ça c'était du grand passé, par des prélèvements osseux endobuccaux, mais pas aussi importants pour des reconstructions d'un maxillaire complet, effectivement, on a des résorptions dans le temps, on a une fonte osseuse, et vous le savez mieux que moi, quiconque a mis un implant
des implants dans un site édenté de grande étendue s'est retrouvé quelques années plus tard en faisant un cone beam par inadvertance ou pour chercher une autre lésion ou pour implanter dans un site à proximité, avec une fonte assez importante de cet os, même s'il n'a pas été greffé. Je parle de l'os natif qui n'a pas été augmenté. C'est-à-dire que l'os natif non augmenté va se résorber de la même façon, et la raison de cela, elle est relativement, on va dire, évidente, bien qu'il n'y ait pas d'éléments de preuve scientifique sur ce point, c'est l'absence de stimulation desmodontale. La stimulation desmodontale va maintenir un niveau d'activité osseux. Effectivement, ce niveau d'activité osseux va maintenir les volumes. Et par contre, si j'enlève cette stimulation desmodontale et que je mets un implant qui est une ankylose et qui transmet des contraintes brutes sans effet de stimuli, eh bien effectivement, on va avoir cette résorption qui va se faire de la même façon dans l'os autologue ou dans un os augmenté, à moins qu'on ait une trame non résorbable ou très très faiblement résorbable qui soit en adjuvant par rapport à cette régénération osseuse. Ah, il y avait une animation, hein, Jérôme. Je t'avais dit que je les avais toutes enlevées, mais j'ai raté. Je vais terminer sur ce cas de prémaxillaire, un cas assez intéressant, et vous allez voir, c'est un cas aussi d'atrophie assez sévère. On en a encore pour 5 minutes, pour ceux qui n'ont pas dîné, dont votre humble serviteur. Donc, vous voyez ici, la reconstruction doit se faire dans un secteur antérieur. Nous sommes dans une correction en épaisseur, et c'est un cas assez intéressant, avec une atrophie plus que marquée, puisque si vous regardez le rapport des bases entre la mandibule et le maxillaire, il y a une nécessité de correction osseuse extrêmement importante au niveau de ce maxillaire. Voilà la situation. Nous avons une corticale extrêmement fine, moins d'1 millimètre d'épaisseur, c'est un parchemin, et des plaquettes ici d'origine tibiale, des plaquettes osseuses, qui vont être utilisées en espaceur et de créer un espace de régénération. Et je pensais que ma stabilité osseuse ici était liée à la compression tissulaire et aux facteurs, on va dire, de résorption que pouvait générer la compression de mes tissus sur mon matériau. Et vous allez voir, je ne le pense plus du tout à la sortie de ce cas clinique. Donc ici, vous avez les plaquettes qui sont positionnées et des membranes simplement pour contenir le matériau. Je ne pense pas qu'elles soient stratégiquement intéressantes, mais elles permettent de contenir le matériau, en tous les cas au moment où on va réaliser nos sutures. Et on va utiliser, pareil, cette régénération osseuse hybride. Vous voyez ici, donc vous avez un mélange d'allogreffe à droite, de xénogreffe à gauche, et des facteurs plaquettaires, ici du IPRF, qui vient hydrater l'ensemble. Ça ressemble à ça au départ, et ça va terminer complètement cohésif et tenir dans des précelles. Voilà la reconstruction réalisée. Donc on va pouvoir à ce stade-là venir refermer le site. Il faut une relaxation assez importante. C'est vraiment un site de très très grande étendue et très peu compétent. Et voilà à quoi ressemble mon cone beam post-opératoire. Nous voyons parfaitement les plaquettes osseuses, nous voyons le matériau qui est contenu en dessous, et nous voyons dans la partie, regardez surtout dans la partie gauche et droite, la limite de la plaquette. Ici, il y a un petit flou. On voit bien la limite du matériau qui n'est pas soutenu par la plaquette osseuse. Et voyez à gauche la même situation. La situation du cone beam nous montre effectivement le volume tel qu'il a été greffé. Nous voilà ici à 5 mois. Eh bien, à 5 mois, ce que je vous montrerai dans quelques... On va passer peut-être à la diapo d'après, je pense que c'est un peu plus grand. Oui, on reviendra sur cette diapo, mais on va regarder celle-ci d'abord. Vous voyez que sur le secteur gauche, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit à droite du patient, à droite de l'image, pardon, on voit ici les plaquettes osseuses qui sont en post-op immédiat, qui ne sont pas remodelées. Et quand on regarde cette image ici, nous avons l'impression qu'on est rentré dans un process de résorption au niveau de ce site. On va voir que la corticale n'est quasiment pas résorbée, et c'est une mauvaise image. Ici, la corticale n'est pas résorbée du tout même. Et voilà ce qu'on voit ici, à la sortie. On voit la plaquette telle qu'elle est placée, mais on va la regarder sur ces images-là. C'est plus intéressant. Ce que nous voyons à la surface de la plaquette osseuse, c'est une néoformation osseuse qui s'est faite en surface. Nous avons réussi ici à obtenir par un plus grand des hasards, et là, c'est la compréhension un petit peu de la compétence du site et de toute la régénération hybride, c'est que nous avons une néoformation osseuse qui s'est réalisée à la surface de la plaquette osseuse, mais surtout à la partie aux extrémités. Si on regarde les extrémités, ça c'est la formation à la surface, mais si on regarde les extrémités, hop, je vais un tout petit peu vite, c'est peut-être mon ordi qui ralentit ici et j'ai l'image un peu en retard, et vous voyez ici
aux extrémités qu'on n'a quasiment pas changé la conformation de notre tissu osseux. Ce tissu osseux greffé en périphérie, en dehors du champ de la plaquette, n'a absolument pas changé de volume. Il n'a pas changé de volume. En gros, j'oserais presque dire, la plaquette a été inutile. Et je dirais même un petit peu plus loin, elle est peut-être même nocive. On aurait pu obtenir probablement le même résultat uniquement par le matériau et par la régénération osseuse hybride associée à une membrane de surface, non pas pour compresser, mais juste pour contenir le temps de tasser le matériau. Et pourquoi je pense qu'elle est nocive? Ça, c'est des photos qui m'ont été envoyées par un confrère, par mon confrère qui a posé les implants. Et vous voyez, il y a quelque chose, par contre, que je ne savais pas, que lui ne savait pas, et on s'en est rendu compte en regardant nos images, c'est que si vous regardez à gauche, vous avez la néoformation osseuse ici qui est faite, pensant probablement que c'était un tissu fibreux. Mon confrère l'a clivé, et on voit bien qu'elle se détache complètement de la plaquette osseuse. Donc on a une néoformation osseuse qui est extrêmement puissante dans un site ici qui est rendu extrêmement, on va dire, compétent. Et pour vous dire le fond de ma pensée, pourquoi je pense que les plaquettes sont nocives, si vous regardez ici à gauche, à droite du patient, la plaquette osseuse, vous voyez que l'implant est à son contact. Or, je suis intimement persuadé qu'elle va se résorber dans le temps. Alors que l'implant qui est plus distal, ici, présente effectivement un matériau qui est réalisé avec une régénération osseuse hybride qui contient une matrice minérale dense, peu résorbable, noyée dans une matrice organique minéralisée. Eh bien, je vous mets au pari, dans les 10 années qui viennent, qu'on va retrouver effectivement cette plaquette résorbée dans le temps et qu'on aura toujours ce volume osseux en périphérie ou en vestibulaire de ces autres implants. Et voilà après, effectivement, la réalisation chirurgicale au niveau du site. Alors, le futur des régénérations osseuses, eh bien, le futur des régénérations osseuses, nous y sommes. C'est le présent, ce présent qui va s'accélérer très très vite, je vous le promets. Nous vous promettons, je dis nous parce que nous sommes un petit groupe à travailler sur ce sujet, des choses absolument passionnantes qui vont qui vont être publiées très récemment. Mais en tous les cas, je vous montre aujourd'hui où nous en sommes avec les outils dont on dispose. Donc voilà les régénérations osseuses, aujourd'hui qui sont sur des défauts tridimensionnels assez importants. Eh bien, on va réaliser, et vous connaissez tous effectivement ces réalisations CFAO aujourd'hui qui sont disponibles. Nous avons une atrophie en hauteur, nous avons une atrophie en épaisseur, donc dans un site effectivement qui est faiblement compétent. Voilà le site. Ici, nous avons une vision de la finesse de la crête. On ne voit pas très bien le défaut axial, mais on voit bien ici la crête qui est pratiquement sur toute la hauteur, sur 3-4 mm. Et on va pouvoir ici réaliser un gabarit, effectivement, à travers les membranes Ipsos, les mèches Ipsos. Ce sont des mèches en titane qui sont réalisées en CFAO. Et on va pouvoir venir, vous voyez ici, une perforation de la corticale vestibulaire, une perforation de la corticale linguale. Donc, il faut recréer un petit peu ces puits d'ancrage vasculaire et on va venir réaliser cette régénération osseuse ici hybride qui est réalisée avec une membrane de couverture qui est stabilisée en surface. À gauche, il ne s'agit pas d'un pince, hein, c'est d'un attachement axial qu'on avait gardé en place et on va recouvrir. Là, ici, j'ai recouvert par des membranes de PRF qui vont accélérer ma cicatrisation des tissus mous, recouvert le site. Voilà la situation en post-op. Vous voyez la correction, le gain en hauteur, les gains en épaisseur. Donc, ce sont des défauts qui sont quand même assez conséquents. On est sur une correction de plus de 5 mm à 6 mm par endroit au niveau de la partie axiale. Et on est sur une correction de l'ordre de 8 à 9 mm en largeur au niveau de la partie qui n'a aucun support, en largeur sans aucun support osseux. Et les réentrées chirurgicales, ce cas est en préparation pour publication, donc vous le verrez bientôt avec toutes ces petites astuces qui ne sont pas ici présentées, confidentialité m'oblige. Donc voilà la situation, j'ai déposé la mèche de titane, l'implant donc devait être géré par un confrère correspondant, donc j'ai déposé la mèche, j'ai réalisé effectivement des carottes histologiques pour voir le stade de maturité pour pouvoir donner le feu vert. Il ne vous aura pas échappé que les deux secteurs ont été traités de façon assez proche, de façon assez similaire, avec les mêmes dispositifs, et que nous avons une correction ici en termes de stabilité dimensionnelle qui est assez conséquente. Donc je ne veux pas, on va dire, trahir tout l'article qui va sortir, donc je ne vous montre que des images sur ce qui est aujourd'hui en voie de publication. Donc si on termine sur cette dernière diapositive, en fait, et si je dois peut-être essayer de résumer le message, c'est que cette régénération osseuse, elle a 3 facteurs clés, c'est la trilogie, c'est
la constance de cette présence de ce collagène, qui pour moi est essentielle. Il est essentiel à l'angiogenèse, il est essentiel à la néoformation osseuse. L'angiogenèse va déclencher le recrutement ou va permettre l'arrivée des cellules mésenchymateuses non différenciées. Et ces cellules mésenchymateuses non différenciées vont pouvoir avoir une activité ostéoclasique et ostéoblastique en second. Et cette matrice collagénique, elle peut être allogénique ou elle peut être xénogène. Et effectivement, elle est également autogène. Hein. Je n'écarte pas l'autogène, mais bien volontairement, j'ai enlevé l'autogène aujourd'hui du terme de régénération osseuse hybride, parce que dans ces dispositifs sur lesquels je travaille depuis maintenant plus de 8 ans, effectivement 8 ou 9 ans déjà, et bien, même l'autogène ne fait plus partie de mes régénérations osseuses. Les facteurs plaquettaires sont le deuxième élément qui me semble essentiel. Ce sont des inducteurs puissants, et il faut arrêter un petit peu ce conflit, on va dire, mal positionné, qui peut être lié à des conflits de personnalité ou de personnes. C'est qu'on ne fait dans les facteurs plaquettaires que concentrer ce qu'on a déjà dans les plaquettes. Or, on sait que dans les plaquettes, nous avons ces facteurs vasculaires, nous savons que nous avons des facteurs, des VGF, des TGF, et que ces facteurs sont à l'origine de cette formation de ce collagène initial dans le caillot sanguin. Donc, si on augmente la concentration, immanquablement, on va augmenter la puissance de ces messages et la puissance de cette activité. Et la matrice minérale, pour moi, elle est sine qua non, et depuis le départ, avec mon ami Joseph, je lui en ai parlé il y a une bonne dizaine d'années, je pense, et je pense que sur ce point-là, eh bien, il est définitivement acquis à la cause. Effectivement, cette matrice minérale faiblement résorbable, elle est stratégique pour la stabilité dimensionnelle, non pas à court terme, pour la pose des implants, à moyen et à long terme. Moyen, entendons 5 ans, long terme, au-delà de 10 ans. Et je vous remercie pour votre attention, les amis. Je pense que c'est la dernière. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Georges, pour cette magnifique présentation. D'abord, c'était extrêmement pédagogique, c'est une conférence très 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 enrichissante, et replonger d'abord dans l'ostéologie à la lumière de tes connaissances et des dernières connaissances, c'était véritablement intéressant. Et puis je suis aussi, je dois le dire, subjugué par la qualité de tes résultats et les hypothèses avancées. Et voilà, pour ce step by step aussi illustré tes cas cliniques était véritablement passionnant. Avant de commencer à répondre à toutes les questions, j'ai une petite remarque quand même. Je m'interrogeais sur une chose, c'est que si on veut réussir finalement une régénération osseuse selon les critères que tu as exposés là dans ton take-home message, si on veut donc réussir cette greffe, cette régénération selon tes recherches, eh ben, on doit passer par un protocole finalement qui est quand même plutôt complexe, de par l'utilisation de plusieurs matériaux, de PRF, et quelque part ça va un peu à l'encontre du sens de l'histoire quand on utilise des matériaux. En général, on va toujours vers la simplicité, et puis même les industriels, ils veulent toujours nous vendre des choses de plus en plus simples, et finalement, tu nous proposes quand même un protocole réellement complexe. Oui, alors le protocole est réellement complexe sans lettres. Sans lettres, je vais essayer un petit peu, et je souris parce que c'est la deuxième phase des choses qui vont être publiées que je vous ai promises. Donc ça ne va pas tarder, ça ne va pas tarder du tout. Donc c'est en cours, puis j'attends les histologies pour pouvoir m'exprimer sur ce point, et je pense que ça peut être un élément très intéressant et qui va dans le sens que tu disais de la simplification. Alors, si on veut résumer un petit peu on va dire le cheminement de l'histoire, nous ne sommes pas à la fin de l'histoire. Nous sommes à un moment de l'histoire, on va dire, à une évolution des connaissances. Si on reprend aujourd'hui les mèches de titane qui sont couramment utilisées ou les régénérations osseuses telles qu'elles sont communément utilisées, elles sont majoritairement utilisées avec un prélèvement osseux au safe scrapper ou avec des trépans, elles sont broyées pour pouvoir les utiliser exactement sur le même protocole, hormis le PRF ou le IPRF ou le prélèvement sanguin qui, lui, ne fait pas partie de ces protocoles. Donc, on va bien dans le sens de cette simplification, puisque dans ce que l'on vient de voir, on s'est affranchi déjà de cette situation de prélèvement. Donc le prélèvement qui est l'acte, on va dire, le plus complexe dans l'acte, aller prendre un TP, prendre un modèle en plastique ou sur une pièce anatomique, prendre un segment de biomatériaux, l'ostéosynthésé, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Relaxer des tissus mous avec un peu d'expérience, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Les prélèvements osseux, c'est une autre affaire. Le prélèvement osseux est quelque chose qui est quand même assez lourd
en termes chirurgicaux, qui nécessitent de l'expérience, de l'accompagnement, et on va dans ce sens-là. Donc je vais exactement dans le sens de ce que dit l'histoire ou dans ce que tu suggérais, on va dans le sens de cette planification et on est dedans. Le deuxième point, sur la complexité du protocole. Aujourd'hui, la complexité du protocole nous arrive par les mèches de titane également, qui est l'autre niveau de complexité, puisqu'on voit dans le sens de l'évolution, la réalisation à partir d'un cone beam, mais aujourd'hui, qui ne sait pas utiliser un cone beam, qui ne sait pas faire une empreinte optique, et les machines vont faire le boulot. Les machines vont faire le boulot, elles vont réaliser le moignon en CFAO en immédiat, et on est exactement dans cette même logique. Donc on est en train également de suivre le fil de l'histoire, et on va dire, la mèche de titane peut paraître un petit peu complexe pour certains, mais pour ceux qui l'ont utilisé, ils vous le confirmeront, c'est quelque chose d'assez simple en fait. Hein. Il suffit d'avoir une connaissance de l'objectif, on va dire une bonne visibilité de l'objectif qu'on cherche pour passer l'ordre de fabrication selon nos propres recommandations. Et il y a des pièges, bien sûr qu'il y a des pièges, et ça fait partie effectivement d'une formation et d'un apprentissage. Le dernier point, le prélèvement sanguin. Alors là, je suis désolé mon ami, mais je voudrais te dire que le prélèvement sanguin, s'il y a bien quelque chose qui est facile à faire, c'est le prélèvement sanguin. Alors, ça peut vous faire sursauter, ça peut vous interpeller. On nous a créé plein de tabous. On nous a créé plein de tabous, des confrères bien intentionnés, d'autres milieux professionnels, en disant « oui, mais attention, le prélèvement sanguin n'est pas de votre prérogative ». Je voudrais juste poser une question à nos amis qui sont présents ou à ceux qui écouteront. Qui a déjà fait une tronculaire? Bonne question. Je pense tout le monde. Et quel est le premier geste que vous faites en faisant une tronculaire? On aspire. On aspire. Et très fréquemment, vous aspirez du sang. Pourquoi vous aspirez du sang? Parce que très fréquemment, on injecte à l'épine de Spix, qui est la cible même de notre injection, puisque c'est l'entrée de notre pédicule vasculo-nerveux. Ça veut dire qu'on est capable, en aveugle, d'aller chercher l'entrée d'un canal dans une mandibule avec 4 mains en repère et une vision d'un ligament. Et on va chercher, et très fréquemment, on est dedans. Il y a des ratés, mais très fréquemment, on est dedans. Et plus on en fait, moins on en rate. Tous ceux qui font des tronculaires te diront la même chose. Donc le prélèvement sanguin est quelque chose d'extrêmement facile. On a besoin d'une petite technique de compréhension, mais une veine que vous voyez à la surface et qui est parfaitement visible, la piquer, franchement, pour la rater, c'est impossible. Alors, quand elles ne sont pas visibles, ça peut être compliqué. Il y a des veines qui sont complexes, qui ne sont pas visibles, et là, ça nécessite plus d'expertise pour les palper, pour les sentir, notamment quand une personne... C'est là aussi où les IFE, elles sont plus qualifiées, elles ont plus d'expérience pour aller chercher quand même une veine profonde. C'est pas si évident. C'est pas si évident, et là, franchement, je ne veux pas être médisant. Je ne veux pas être médisant, mais j'avais recours pendant de très longues années, j'avais une infirmière qui venait et qui faisait le prélèvement. Puis, une semaine où elle était en vacances, je ne trouvais pas de remplaçant, je les ai faits. Statistiquement, j'ai moins raté. C'est pas parce que c'est moi, non, pas du tout. Nous avons, et je vous assure, vous avez des mains, vous avez une connaissance de l'anatomie, vous avez une vision de la projection des organes, et c'est quelque chose, franchement, qui est extrêmement simple. Quand une personne présente un tissu adipeux très très large, je peux t'assurer que plus d'une fois, notamment même mes infirmières qui étaient venues ont abandonné et sont reparties sans qu'on ait pu prélever. Et on a abandonné le process. Donc non, je pense que le prélèvement sanguin, alors le prélèvement sanguin est notre quotidien aujourd'hui, mais probablement que demain, nous aurons des substrats, des extraits qui vont probablement nous permettre de nous affranchir encore de cette étape. Et bientôt, nous aurons des robots qui pourront faire les incisions à notre place, faire les sutures à notre place et placer l'ostéosynthèse à notre place. Et effectivement, on doit se dire, mais ils étaient fous, ils incisaient à main levée, c'est pas possible. Comment ils faisaient pour inciser à main levée, décoller un lambeau, alors qu'avec un robot, c'est tellement facile. Donc effectivement, on va bien dans ce sens-là. Il y a d'abord quelque chose qui m'a intéressé, alors ça appelle peut-être à une réponse, c'est que tu as quand même parlé plusieurs fois de biomimétisme, et ce qui était très intéressant, eh ben, c'est que tu as montré finalement que ce biomimétisme n'était pas incompatible finalement avec l'utilisation de matériel de xénogreffe, du xénogreffe. Et ça, c'était particulièrement intéressant. Je voudrais juste parler un petit sujet polémique, légèrement polémique, c'est que tu as parlé de tous ces facteurs qui pouvaient influencer l'induction osseuse, l'induction vasculaire, on a parlé de facteurs de croissance, mais il y a aussi autre chose qui m'intéressait, c'était d'autres influenceurs, donc polémiques, c'était la vitamine D, le cholestérol,
Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Est-ce que c'est quelque chose où tu passes outre? Ou est-ce que, voilà, quelle est ton opinion finalement dessus? Alors, comme ça va être relayé et que tout le monde va l'entendre, bien entendu, je vais dire quelle est mon opinion. La vitamine D, j'étais également dans la publication principale, en deuxième nom pour ceux qui l'ont pas vu. Effectivement, elle a été diagnostiquée en premier cas que j'ai eu entre les mains, c'était sur un de mes patients, effectivement, où j'avais diagnostiqué cet élément-là, et on en avait discuté avec Joseph, et effectivement, nous étions sur la même conclusion sur ce point-là. Donc, Joseph avait en plus l'idée sur le cholestérol, qui effectivement est un des facteurs. En fait, ce sont des cofacteurs. La vitamine D, j'avoue qu'avec je traite mes patients, je suis un tout petit peu en observation sur un élément statistique, si on raisonne purement statistique, c'est-à-dire si on regarde le taux de déficience de nos patients et qu'on analyse le taux de réussite et non plus le taux d'échec, ce que nous avons fait, on va tomber sur des taux qui sont assez similaires. Il est évident aujourd'hui qu'une personne déficiente en vitamine D, n'importe quel orthopédiste va la compenser. N'importe quel orthopédiste va la compenser. Elle rentre dans la réabsorption du calcium. C'est une hormone qui joue un rôle de réabsorption du calcium. Et si on a une fuite calcique, on a une fonte osseuse. C'est inévitable. Est-ce qu'elle joue un rôle stratégique dans la cicatrisation de première intention? Oui, probablement une blessure osseuse est une zone de remodelage accéléré. Donc je pense qu'il y a un rôle réel sur ce point-là. Maintenant, le rôle du cholestérol, oui, c'est un facteur effectivement complémentaire et un facteur de risque au niveau métabolique. Une personne qui a un cholestérol qui n'est pas compensé est un patient à risque, tout comme un insuffisant rénal. On penserait qu'un insuffisant rénal, ça pourrait être anodin. Nous avons terminé une thèse avec une étudiante il y a quelques mois qui est partie donc pour un article en publication où nous sommes retrouvés avec des résorptions osseuses majeures chez un insuffisant rénal non diagnostiqué. Ça veut dire où toutes les constantes étaient encore normales, mais qui était au début de son stade d'insuffisance rénale. Donc voilà, il y a pas mal d'éléments effectivement dans le métabolisme général qui sont importants. Je ne polémiquerai pas dessus, mais je pense qu'il ne faut pas bilanter systématiquement nos patients. Je pense qu'il faut systématiquement les suppléer si nous sommes en période hivernale, si nous sommes dans une période effectivement où la personne a peu d'exposition au niveau du soleil. Et le deuxième point, il faut les suppléer aussi en période hivernale. Il faut qu'on se supplée, nous, en période hivernale aussi. C'est un des éléments aujourd'hui. Quand vous êtes fatigué, vous prendrez du calcium, vous prendrez effectivement un dopant, parce qu'on sait que la vitamine C également est un dopant, vous prendrez de la vitamine C. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a un effet bénéfique sur plein de choses, sur l'immunité, sur l'herpès notamment, les poussées herpétiques, des cures de vitamine C à forte concentration en début de saison, répétées 3 fois, gomme quasiment la réaction herpétique. Donc oui, tout ce qui affecte le métabolisme est effectivement, à mon sens, quelque chose qui peut, d'un point de vue scientifique, manquer de niveau de preuve, mais hélas, nous l'avons vu effectivement dans ce qui vient de se passer avec. Non plus dans le choix de supplémenter un patient? Non, non, pas. Par exemple, pour doubler les doses, par exemple? Non. Dans le choix ethnique, je n'ai pas l'habitude de le faire. En fait, je ne fais pas ça par rapport à un choix ethnique. Je pense notamment à nos amis blacks qui ont la première déficience en vitamine D. Il n'y a pas que la vitamine D donc, qui en est la cause. Ce sont les personnes les plus déficientes parce qu'ils ne métabolisent pas. Ils ont la mélanine de la peau ne leur permet pas de la métaboliser. Et pourtant, ils n'ont pas un taux de complications supérieur dans nos actes chirurgicaux que nous. Donc, c'est un facteur, ce n'est pas le seul. Aujourd'hui, dans notre population, je les traite effectivement de façon assez simple. Je n'ai pas poussé aussi loin l'investigation pour, en fonction du groupe ethnique, les supplémenter davantage. Et le taux de complications, aujourd'hui, je dois le dire, je l'observe très très peu lié à un groupe de personnalités ethniques. Mon taux de complications aujourd'hui, le plus élevé, il fait partie effectivement d'une catégorie d'âge qui concerne souvent les femmes, qui sont des dames très minces, très menues, souvent avec des poids qui sont entre 40 et 45 kilos. Effectivement, le taux de résorption osseuse chez ces patientes-là est un des plus élevés. Alors, je les ai supplémentées, j'ai fait la vitamine D, j'ai fait tout ce qu'on connaît aujourd'hui. J'ai essayé de le gérer, j'ai bilanté toutes leurs fonctions, mais je persiste à avoir des taux de complications et de résorption secondaire assez élevés chez ces patientes. Et avant de fermer le chapitre là, justement sur le patient, sur l'état du patient, euh, dans les résorptions justement osseuses, quel est l'impact finalement des anti-ostéoclastiques? Tu avais rapidement dit que vous étiez sur une étude avec une étudiante là-dessus, mais quel est l'impact des anti-ostéoclastiques sur les greffes hybrides, sur les régénérations, pardon. Alors, Régénération hybride.
Non, là pour le moment, on n'a rien du tout parce qu'on n'a pas démarré le test. Parce qu'aujourd'hui, il y a des études et des publications qui ne sont pas vraiment sériées. Il n'y a pas de consensus sur les doses de bisphosphonates qu'il faut donner aux patients. Et je pense qu'il est prématuré. Et en tous les cas, là, aucun protocole expérimental ne nous permettra aujourd'hui, je pense, de le généraliser et encore plus de le mixer à une technique régénérative qui, pour le moment, est encore au stade de validation scientifique. Donc, peut-être qu'on le fera, mais je pense que le temps aujourd'hui n'y est pas encore. Le temps, c'est le temps un petit peu de recul, d'avoir vraiment une sécurité et un niveau de stats intéressant et de recul suffisant sur les régénérations osseuses hybrides. Comme je le dis, c'est quelque chose que je connais depuis très longtemps. Et petite anecdote au passage, vous savez qui est la première personne à avoir mélangé de l'os autogène à une hydroxyapatite dans une grille en titane? Et je pense que malheureusement, trop souvent, on a la mémoire courte et on ne rend pas honneur à ceux qui sont les pères des techniques. Je t'écoute. Phil Boyne. Phil Boyne, c'est le premier à avoir publié sur le sinus, mais qui avait cette grandeur d'âme de reconnaître que l'auteur du sinus, c'était son ami Hill Tatum, et qui a reconnu que la paternité du sinus, c'était pour Tatum. Et le premier, à la sortie de la guerre du Vietnam, pour reconstruire les traumas balistiques, notamment de la mandibule, a utilisé des mèches de titane qui contenaient un prélèvement d'os iliaque et d'hydroxyapatite, c'était Phil Boyne. Je vais prendre des questions un petit peu. Alors, elles vont être dans le désordre, mais enfin, je vais prendre dans l'ordre chronologique, mais elles apparaissent un petit peu finalement dans le désordre au niveau des sujets qui ont abordés. Une légèrement off-topic, c'est quel est le taux de succès et si on a un pronostic meilleur de cicatrisation entre une membrane résorbable et non résorbable? Alors, je vais le faire à l'envers. Le taux de complication des membranes résorbables, il est déjà largement publié autour entre 25 et 30% de taux de complication qui est donné à travers les littératures. En termes de taux de complication, ces taux changent. Ces taux changent parce qu'on est passé aujourd'hui à des PTFD, à des PTF denses. Donc, il n'y a pas d'études vraiment statistiques qui soient réellement, on va dire, objectives et on va dire qui soient multicentriques sur ces taux d'exposition. Je peux vous dire, pour en avoir beaucoup vu passer autour de moi, en avoir vu quand même pas mal s'exposer. Alors l'exposition, on dit qu'effectivement l'exposition, elle est tolérée. Oui, elle est tolérée au sens où il n'y a pas d'inflammation, mais je peux vous assurer qu'à partir du moment où il y a une exposition, que ce soit précoce, hein, j'entends, que ce soit une PTFE ou que ce soit une mèche en titane ou que ce soit n'importe quoi, une exposition précoce va entraîner une perte de volume osseux. Et là, les publications sur ce point-là sont concordantes. Ça veut dire qu'en cas d'exposition sur une membrane en PTF dense, nous avons des pertes volumétriques en dessous qui signifient bien qu'il y a une infiltration qui finit par se faire sous la zone de la membrane. Aujourd'hui, et c'est un petit peu le sens de l'histoire qui est assez amusant, c'est que effectivement on part et on revient, on a quitté les membranes denses, on revient dessus, les membranes non résorbables, on revient dessus, mais le sens de l'histoire va aller vers les membranes résorbables inévitablement, comme tu le disais. C'est aussi plus facile à utiliser, hein, vraiment plus facile. Peut-être pas les mêmes que celles que nous avons. Elles restent encore compliquées à utiliser, celles que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des membranes qu'il faut pincer, mais voilà. Mais il y a beaucoup de travaux qui sont déjà en cours sur ce sujet-là. Question qui est posée également. La concentration en facteur de croissance dans les concentrés plaquettaires est-elle significative, surtout comparée à celle présente dans des produits comme le GEM21S? Je ne sais pas ce que c'est. Merci. Voilà. Alors, je n'ai pas d'éléments de réponse chiffrés pour te donner, puisque le deuxième produit, je ne l'ai pas utilisé non plus. Et donc, non, je ne pourrais pas répondre à cette question. Mais comme toutes les petites questions qui piquent, très rapidement, je pourrais vous donner une réponse dessus. Ok. Dans la semaine. Dans les matériaux utilisés, quelque chose qui était... on ne peut pas parler d'une mode, mais quelque chose en tout cas qui avait fait un petit buzz, c'est vrai, je dirais ces 2, 3, 4 dernières années. Quelqu'un donc rappelle que des confrères utilisent des dents extraites en association avec les matériaux de comblement pour traiter les défauts osseux, et ça donnerait des bons résultats. J'en suis convaincu. J'étais un des premiers à l'utiliser. Pour rappel, il s'agissait du Grand Prix de l'ADF d'il y a 6 ans ou 7 ans. Et l'auteur... C'est plus tôt que ça alors, oui. Oui, l'auteur de ça, c'était Binderman. C'est Isaac Binderman qui a été le promoteur, qui est un ami également que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plus d'une fois, et j'avais eu le dispositif chez moi. Alors, c'est intéressant. Qu'est la dent? La dent, c'est l'hydroxyapatite. Donc, c'est un matériau qui est exactement dans la même logique, et on va retrouver effectivement
cette densité extrêmement élevée qui pourrait fonctionner de façon parfaitement en symbiose, effectivement, que ce soit la dentine ou l'émail, hein, c'est beaucoup plus dense que l'os. Et donc, on va avoir cet objectif, effectivement, de stabilité dimensionnelle. On est dans la logique d'une régénération osseuse hybride, puisque la régénération osseuse hybride, je ne l'ai pas limitée à la xénogreffe, j'ai parlé d'hydroxyapatite dense, et donc demain, peut-être qu'on pourra travailler sur des hydroxyapatites synthétiques ou sur des produits osseux, et on a déjà des travaux sur des hydroxyapatites synthétiques, tout comme pour le collagène. On a parlé du collagène d'os de banque, on a parlé du collagène humain, et demain, peut-être, et même très certainement, on travaillera sur d'autres collagènes. Donc, tout ça pour dire que la frontière n'est pas figée. Néanmoins, pour ceux qui l'ont utilisé, ils me rejoindront sur ce protocole, c'est que la dent doit être nettoyée de son tissu carieux, il y a une manipulation supplémentaire, ça nécessite effectivement le passage par un broyat. Dans les protocoles que moi j'ai eu entre les mains, j'avais des particules qui étaient trop fines, très fréquemment, et ces particules très fines, comme tout biomatériau, quand il descend en dessous d'une dimension critique, va subir une résorption par phagocytose et on va avoir une résorption relativement élevée. Donc il faudrait obtenir des broyats un peu plus larges. Et la problématique, c'est la quantité de dents. Donc. Et là, je pense que mon confrère qui pose la question peut-être a en tête un cas clinique ou une présentation. Il est rare de trouver un patient totalement denté à qui on enlève toutes les dents du maxillaire, à qui on reconstitue un maxillaire complet. Et là, je voudrais peut-être recentrer un peu la régénération osseuse hybride. Pour moi, la régénération osseuse hybride, et je pense que c'est de ma faute, mon message n'était pas assez clair sur ce point-là, et j'aurais dû le dire à un moment donné, et j'ai omis, elle se destine à des défauts majeurs dans des sites non compétents. Il n'est pas question pour un alvéole d'extraction, avec des parois osseuses absentes, une paroi vestibulaire, aller mettre toute cette armada en marche pour remplacer une dent. Non, pas du tout. Là, on s'adresse à des sites atrophiés, à des sites de perte volumétrique relativement importants. Il reste toujours la place pour la régénération osseuse guidée classique, conventionnelle, telle qu'on la voit, telle qu'elle est publiée. Elle n'est certainement pas enlevée. Mais si on veut mettre toutes les chances de notre côté pour fermer de façon non tensile, avoir une cicatrisation rapide sur des augmentations volumétriques relativement importantes, les facteurs plaquettaires jouent un rôle. Si sur des sites non compétents, je veux avoir un matériau qui ne se résorbe pas, comme Yoris l'a vécu dans le sous-cutané, effectivement, avec l'implantation sous-cutanée chez le lapin, où l'os néoformé va se résorber parce qu'il n'est pas dans un site compétent, ou comme on l'a dit dans les becs de lièvre, je vais utiliser cette matrice minérale. Et si je veux éviter de faire un prélèvement autogène, puisque je sais que ce que m'amène surtout cet autogène-là, pour moi, en tous les cas, dans mon expérience et dans ma vision de la chose, ce qui l'amène de stratégique, c'est le collagène, je vais peut-être utiliser un os de banc. Donc, effectivement, les régénérations osseuses simples, limitées à l'utilisation d'une membrane, si elles ne sont pas encastrées, si les défauts ne sont pas superficiels, si elles sont encastrées sans suture, sans pins, peuvent être des indications. Mais j'ai vu passer un cas de régénération osseuse sur une mandibule il n'y a pas si longtemps, et nos amis de la Salpêtrière l'ont vu probablement plus que vu passer, puisque ça a circulé sur les réseaux aussi. Effectivement, c'est une régénération osseuse mandibulaire qui a été faite avec une membrane, avec des pins, peut-être pas placés idéalement les pins, et on a vu le matériau quelques temps plus tard migrer, cellulite sur cellulite, et ça s'est terminé par une incision jugale et effectivement une extraction du matériau qui était passé en sous-cutané avec une cellulite et une explosion au niveau de la face externe. Donc ce que je veux dire, c'est que pour commencer à traiter des cas d'atrophie dans des sites non compétents, un site non compétent n'est pas la taille du défaut. Hein. Un site non compétent, c'est un site qui, de par son anatomie, nécessite une correction en dehors du volume, et qu'il se base d'autant plus sur un site qui n'est pas compétent. La mandibule n'est pas un site compétent, le maxillaire en est un. La maxillaire en onlay est un site simple, compétent. La mandibule, même non atrophiée, en vestibulaire, s'il s'agit d'une correction en dehors du volume osseux, est un site non compétent. Donc, il faut pouvoir par conséquent, sur ce point-là, distinguer effectivement ces catégories, et je cible cette régénération osseuse hybride effectivement sur ces sites d'augmentation qui sont relativement complexes. Pour le reste, je le fais comme tout le monde avec des actes beaucoup plus simples. Merci. Bon, avant de rendre l'antenne quand même, je voudrais qu'on revienne là justement sur tes formations. Tout de même, rapidement, donc tu m'as dit que tu faisais des TP sur des pièces anatomiques à Nancy, voilà. Je crois. Voilà. Alors, le TP sur Nancy, effectivement, celui-ci, nous avons un TP là qui est programmé. Il y en a 3 normalement qui doivent venir. Le premier thème concerne le sinus et les régénérations osseuses de grande étendue. C'est le premier. Donc celui-ci, il a lieu, je dois avoir noté ça quelque part. Donc le 19 et 20 novembre à Nancy,
Pourquoi Nancy? Parce qu'on a un peu de difficulté aujourd'hui au Saint-Père avec la réorganisation des Saint-Père et la fermeture des accès à pouvoir le faire. Et puis parce que Nancy est une ville qui n'est pas très loin, qui est sympa, et une petite ville où on se retrouve tous le soir pour faire la fête. Donc ça, pour l'avoir vécu, je peux vous assurer que c'est vraiment très convivial et on ne se quitte pas effectivement pendant 2 jours. Donc c'est quelque chose d'assez sympa. Puis tu avais d'autres questions? Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Non, pas d'autres questions. Il y a En formation, tu en fais une aussi avec Geistlich sur sinus, et Roger. Enfin, il y a tout un, il y a plusieurs alors, thèmes qui sont abordés. alors sur le sinus ROG, sur la ROG, pardon, sur la régénération, donc sur les mèches de titane, sur Ixos, et puis sur la sausage technique, nous en faisons une, c'est le 24-25 septembre, et donc ça se passe à Paris, au siège donc de IDIS-CBS dans le 16e. Après, nous avons une formation également le 10 décembre sur une formation chirurgie sinus avancée. Sinus avancé, c'est la pathologie sinusienne, la gestion des pathologies sinusiennes, la gestion des pathologies non tumorales, comment on les prend en charge, pouvons-nous nous les prendre en charge, à quel moment c'est l'ORL et comment faire son diagnostic, notamment la reprise de toutes les complications sinusiennes, que ce soit les perforations, les communications bucco-sinusiennes, comment les reprendre, comment gérer effectivement les déchirures sinusiennes étendues, comment on peut les reprendre, comment on peut gérer les sutures, où se passent les sutures. Voilà, donc ça c'est une formation qui est assez intéressante, ça se passe sur une journée également à Paris, et c'est le jeudi 10 décembre. Jeudi décembre, merci. C'est Bon, un petit bah peu... écoute, on a fait une très bonne soirée. Je remercie vraiment tout ce monde d'être resté aussi longtemps. C'est rare que en général, on a souvent des chiffres qui chutent au moment des questions-réponses. Et là, on a quasiment tout le monde qui est resté. On a eu plus de 200 personnes en live qui ont vraiment qui ont regardé tout en entier. J'aurai les chiffres après, lorsque le live sera terminé, mais on a vraiment eu beaucoup de monde qui était présent sur Facebook et sur YouTube, et je vous remercie tous à cette heure tardive d'être restés. Moi, je vous retrouve tous les mercredis suivants. Mercredi prochain, je reçois Pascal Valentini, qui va nous parler de la sélection du patient dans les soulevés de sinus. Le 1er juillet, on aura Benjamin Cortas qui va nous parler de l'apport du numérique en implantologie dans le secteur antérieur. Bon, on est toujours très très chirurgie. Par contre, le 8 juillet, ce sera une soirée endodontie avec le célèbre couple de Guillaume Jouani et Bertrand Caillat, à qui on donnera carte blanche sur ABC dans Live. Le 14 juillet, on va faire une petite pause pour cette semaine-là. Fin du mois, 22 juillet, je reçois Alex Dagba et Julien Mourlas, encore pour un duo, qui vont nous parler de tissu mou et implant, la route du succès. Et on finira pour l'été, le 27 juillet, avec Maxime Gesson qui va nous parler de dentisterie 4D. Voilà, la 3D c'est déjà fini, on est déjà passé à la 4D. Ça va véritablement être passionnant. Et toi, Georges, je te retrouve et je te remercie vraiment de partager autant. Je te retrouve pour une deuxième session. Tu es la personne privilégiée à venir 2 fois et je te remercie encore. Le 9 septembre où tu nous parleras des ostéotomies transversales. Merci à tous. Merci Georges. Merci d'avoir tant partagé ce soir. Au plaisir de vous. Et prenez soin de vous. À très bientôt. À très bientôt. Et bon appétit. Ciao. Salut. Ouais.